Et ils m'ont expliqué par la suite qu'ils l'ont cherché vraiment cheveu par cheveu. C'était son cœur. Voilà. Et le cœur, il n'y était plus. Il était mort. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène Et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre le témoignage d'Alexia, la maman de Camille, Clémence et Guillaume. 2 de ces enfants ont été greffés du cœur. Vous pouvez écouter leurs histoires respectives dans les épisodes 4 et 5 de Cœur battant. Être parent est déjà un défi. Mais lorsque la santé de ces enfants bascule de manière aussi brutale, il devient un parcours semé de montagnes émotionnelles. Alexia nous raconte ce qu'elle a vécu en voyant Guillaume, son fils, puis Camille, sa fille, affronter des greffes cardiaques. Un chemin ponctué d'espoir, de crainte et de force. Elle partage avec nous les nuits sans sommeil, les choix difficiles et les moments d'attente suspendus entre 2 battements de cœur. Dans cet épisode, Alexia nous livre son vécu, non seulement en tant que maman aidante, mais aussi en tant que pilier pour ses enfants et pour sa famille. Elle nous parle de son combat pour maintenir un équilibre familial. Son désir de protéger ses enfants malgré les incertitudes et le sentiment d'impuissance qui l'a parfois submergée. À travers cette conversation, elle nous rappelle combien le lien parent-enfant peut être puissant et nous invite à réfléchir au don d'organes qui a rendu cette nouvelle chance possible. Prépare-toi à écouter une histoire touchante et inspirante, celle d'une mère qui a puisé dans ses ressources les plus profondes pour accompagner ses enfants sur le chemin de la vie. Attention, l'histoire que vous vous apprêtez à écouter aborde des sujets sensibles comme des opérations, des examens médicaux détaillés et des difficultés psychologiques. Nous vous laissons juger si cela est entendable pour vous. Prenez soin de vous. Bonjour Alexia. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi pour l'enregistrement de cet épisode. On est super contente avec Fanny de pouvoir recueillir ton témoignage. Alors, je vais te proposer de te présenter en nous donnant ton prénom et ton nom si tu le souhaites, ton âge, où tu vis, ta profession et enfin ton lien avec les pathologies cardiaques. Alors moi je suis Alexia Darcel, voilà, j'ai 55 ans, j'ai 3 enfants, Camille qui va avoir 30 ans, Clémence qui en a 27 depuis peu, et Guillaume qui en a 25 et qui va sur, qui en a 25 pardon, oh là là. Et qu'est-ce que tu fais dans la Et vie ? je suis auxiliaire de puériculture. D'accord. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment sont arrivés tes enfants dans ta vie ? Après une belle rencontre de l'homme de ma vie, bien, on a fondu une famille. J'ai toujours voulu être maman, même toute petite, je me souviens que comme métier, je voulais être maman. Et du coup, quand j'ai rencontré mon mari et que voilà, on a voulu très rapidement avoir des enfants. Et donc, on a eu Camille 1 an après, pratiquement notre année de mariage, 1 an après. Et puis, 20 mois après, on a eu Clémence. Et après 20 mois après, on a eu Clémence, on a eu Guillaume. Voilà. Et comment ça se passe alors la vie de maman avec du coup 3 enfants en bas âge, plutôt rapprochés ? Oui, alors rapprochés, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, c'est comme ça. C'était voulu pourtant, voilà. Après, j'ai
comme je suis auxiliaire de puériculture quelque part, voilà, ça me faisait pas peur. Et c'était parfois mouvementé parce que c'était à la fois comme des jumeaux, mais pas des jumeaux, parce que c'était bon, des développements différents malgré tout, mais presque identiques, avec justement des grands qui faisaient peut-être plus que les petits qui faisaient peut-être plus que les grands, etc. Mais voilà, non, ça s'est fait vraiment naturellement Et du coup, leur évolution, sans problème. sans problème. J'ai eu des enfants très très calmes. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Peut-être j'aurais eu des enfants nerveux. Peut-être que pour Guillaume, je l'aurais remarqué. Sauf que là, j'ai pas remarqué parce qu'ils étaient très très calmes. Guillaume plus que les autres, mais c'était le troisième, choyé par 2 sœurs, des C'était petites logique. mamans, voilà. Non, non, vraiment. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter le jour où ta vie de maman, mais pas que, a été complètement bouleversée? Oui, c'était Guillaume avait 10 ans. Enfin, voilà, il avait 10 ans. C'était le début des vacances et il avait souvent mal au ventre. Mais après, c'était un enfant qui était toujours très très calme, qui avait pas beaucoup d'amis et du coup l'école, il aimait pas trop et l'école lui donnait mal au ventre. Et il était, voilà, l'école ça, il aimait pas du tout. Il disait toujours qu'il avait mal au ventre parce que l'école, et cetera. Il était pas très sportif, alors du coup les enfants se moquaient de lui des fois, enfin bref. Voilà, et en juillet, il commençait quand même à avoir mal au ventre. Il voulait pas aller au périscolaire, on s'est dit que peut-être c'est le périscolaire, et cetera. Bon, après, on a eu nos vacances et là, il était très fatigué, mais voilà, et puis pas trop, enfin, toujours ce mal de ventre. On a été plusieurs fois chez les médecins, ça s'est accentué au mois d'août. On a été voir 3 médecins qui nous ont toujours dit soit une gastro, soit le stress de l'école parce qu'il allait reprendre en septembre. Vraiment, et puis, je m'étais quand même un peu inquiétée parce que juste une semaine avant de rentrer à l'école, c'est que il voulait même plus manger ce qu'il aimait. Et là, je m'étais dit: «Ouh là, quand même, voilà». Donc j'avais été de nouveau chez le médecin qui me dit: «Oui, bah, c'est certainement la peur de reprendre l'école». Et enfin, une journée avant la rentrée des classes, la veille des rentrées des classes, je me souviens, je devais aller avec Camille chercher quelque chose et je devais me dépêcher parce que je devais aller travailler après, que j'étais déjà en retard et que c'était déjà le stress. Et Guillaume, il dormait toujours et puis après il se lève et il dit: «Ah maman, je suis fatigué, machin». Je dis: «Oui, bon, bah, écoute Guillaume, voilà, moi maintenant je vais vite avec ta sœur, on va faire une course». Et en disant ça, il tombe par terre, comme ça. Et inerte, alors j'avoue que je suis pas très fière de moi, mais au lieu d'intervenir, j'ai paniqué. J'ai pas osé, regarder si le cœur battait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas osé, j'ai paniqué. Camille qui était avec moi et qui avait 15 ans, elle avait fait une notion de secouriste. Elle a tout de suite, dit: «Maman, il faut lui mettre les jambes en l'air et tout». Donc on a commencé à lui mettre les jambes en l'air, mais après moi j'ai tout de suite pensé: «C'est pas normal». Je pensais qu'il faisait une crise d'épilepsie ou je sais pas. Du coup, on a quand même, mon mari qui était dans son bureau parce qu'il travaille à la maison. J'ai dit: «Dominique, appelle les urgences, il y a un truc qui va pas. Appelle, l'ambulance». Alors nous, on a appelé l'ambulance, ils ont mis du temps à venir et entre-temps, bah, Guillaume a repris connaissance, de lui-même, heureusement parce qu'en fait, peut-être j'aurais dû faire le massage cardiaque, mais moi, j'ai paniqué. Après, je pense que c'est un choc tellement grand qu'on peut pas après coup, on a le temps d'analyser, mais sur le coup Mais j'étais en mode panique, voilà, c'était vraiment, et on va aux urgences, enfin on, il est emmené du coup de la voilà, maison jusqu'à l'hôpital le plus le plus proche? proche, oui, qui était à Colmar, du coup, on y était au parc, ça s'appelait le parc, en soins enfin, il fait soins intensifs, réa, et cetera. Et bon, Vous avez quoi comme première analyse ou comme alors au donnée? début, aux urgences en bas, ils nous ont dit, bon, comme il avait repris, il était bien, on va me mettre sur surveillance quand même parce que c'était quand même ce qu'il a fait était bizarre, on va le garder. Il y a un petit souffle au cœur, mais bon, moi je sais que j'en ai un, mes parents en ont. Mais on penserait plutôt à une occlusion intestinale certainement parce que c'est vrai que, bah, il n'avait pas été à la salle, il mangeait pas non plus. Voilà, bon ben, mais bon, peut-être une occlusion intestinale, on va quand même le surveiller,
Ça, c'était la première, la Voilà, première idée qui s'est dégagée voilà, suite à son arrivée à l'hôpital. voilà. Donc il le garde en observation. On le garde en observation, je reste avec lui, je me souviens, on regardait La Guerre des étoiles, il était tout content et il était en pleine forme, vraiment, donc moi j'étais plus du tout inquiète. En fait, voilà, je me suis dit: «Bon, ben, c'est un épisode», et puis, il vient nous voir et il nous dit: «Bon, écoutez, a priori, vous pouvez rentrer à la maison. Par contre, pour le souffle au cœur, j'aimerais bien qu'un jour, vous voyiez quand même quelqu'un, pour faire, un contrôle, mais sans inquiétude», et il repart. Et après, il me dit: «Ah, écoutez, ça tombe bien, par hasard, il y a une place, comme ça, vous aurez quitte de revenir, vous faites tout de suite l'échographie, comme ça, après, vous pouvez rentrer chez vous». Donc tout de suite faire une échographie Oui, cardiaque, c'est ça qui voilà, il tout de OK, suite, super. voilà, juste pour contrôler, pour voir. Avant de vous laisser Voilà. sortir. Là, on y va, on va là-bas en ambulance, et là, on fait l'échographie et là, je me souviens, le médecin, il me regarde et il me dit: «Mais qu'est-ce que fait cet enfant chez moi, là?» Alors, je dis: «Bah, écoutez, on vient pour, truc cardiaque», mais il dit: «Mais votre fils a un cœur énorme. Là, moi, je sais pas ce qu'il fait chez moi, mais maintenant, il faut vite l'envoyer à Strasbourg. C'est pas possible. Là, il va éclater. Enfin, il est énorme. C'est pas normal, je comprends pas ce qu'il fait là. Il faut vraiment aller, tout de suite, mais d'urgence, à Strasbourg». Et c'est là où ça bascule dans Et quelque là, chose d'urgent, alors qu'auparavant, c'était mais non. Alors là, moi, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit, alors, truc bête, je sais pas pourquoi, est-ce que le cerveau se met en mode, je sais pas, et je me suis dit: «C'est une caméra cachée». Enfin, je sais pas pourquoi je me dis ça. Caméra cachée, je comprends pas parce que c'est pas le genre de blague qu'on fait, enfin, je vois pas pourquoi, et après je me dis: «Non, il s'est trompé. On va aller à Strasbourg et ils vont nous dire, qu'il s'est trompé». Voilà, et sur le moment, voilà, vraiment, je suis en mode: «Il s'est trompé», et on va à Strasbourg et à l'époque, il y avait pas le contournement et il fallait passer par, des petites routes et il y avait souvent des bouchons, et là, je me souviens que sur le chemin, c'est vrai que Guillaume commençait à raconter n'importe quoi. Ça, c'était pas cohérent. Et là, j'entends les infirmiers qui disent: «Il est en train de décompenser». Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc?» OK, vous saviez ce que ça voulait Oui, dire ou pas? oui. Enfin, il commençait à dire n'importe quoi, à être un peu agressif, alors que une heure, même pas une demi-heure avant, tout allait super bien, toute la nuit. Je comprends pas, je me dis: «Je comprends pas», et c'est à ce moment-là que moi, je rentre en troisième dimension. Et ce que je vais le raconter, mais comme si j'ai des brides parce que je ne me souviens pas exactement, je l'ai passé en état second comme si c'était pas moi. C'est un état de dissociation. Oui, et je peux même pas dire, pourtant j'étais là, mais que des brides. Je me souviens que de brides. Réagit d'une certaine manière, Déconnecte, mais ça parce peut que c'est trop c'est douloureux, trop violent. J'avais une question du Oui. coup, après l'échographie cardiaque de Guillaume et quand on vous donne l'état de gravité d'urgence de la situation, il est transporté Ah oui, de quelle manière en jusqu'à ambulance. Strasbourg? En ambulance et en urgence. Et vous êtes avec lui à ce Oui. moment-là dans l'ambulance? Oui. Et pas avec lui, enfin on le voyait, mais je le voyais, mais j'étais sur le passager et c'est l'infirmier qui était à côté pour le tenir. Au cas où s'il arrive Voilà. quelque chose, pour faire tout de suite les Mais pour premiers l'instant, soins, il ouais. était encore bien, il était Ouais. conscient au départ. C'est en milieu de chemin. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce que c'est une décompensation pour ceux qui En connaissent pas, qui sont pas du En domaine? fait, le cerveau, il est pas irrigué. Enfin, il commence à plus être clair et à être, à partir quoi. Enfin, C'était les voilà. symptômes de Guillaume qui commencent Voilà, à dire parce qu'il n'importe n'arrivait plus, quoi. l'oxygène n'arrivait plus, Jusqu'au comme il pompait cerveau, plus ouais. et l'oxygène n'arrivait pas à aller jusqu'au cerveau. Qu'est-ce qui se passe alors concrètement quand Guillaume a ces symptômes-là? Qu'est-ce qu'ils font dans l'ambulance? Ben, il commence à dire: «Ah, je veux pas ça, vous m'énervez», et paf, il arrête. Il parle doucement et puis paf, il commence à s'exciter et puis, à dire, des choses incohérentes. Ben, et déjà ses yeux sont plus les mêmes. Ils sont éteints et bizarres et voilà, il commence à partir quoi, enfin tout doucement à Le personnel médical qui est non, avec là, ils ont vous, paniqué. je sais pas, ils ont pas le temps de vous expliquer ni Non, il est en train de décompenser, il faut vite y aller, il faut se dépêcher. En plus, il y avait ce bouchon, ils ont dit: «Écoutez, dépêchez», donc ils ont pris
Ils ont pris, ils ont carrément ils ont roulé sur l'herbe, hein. Fallait aller vite et à ce moment-là, en fait, je me souviens plus de enfin, exactement, je me souviens plus comment j'ai fait ce chemin. Je me souviens pas être rentrée. Je me souviens pas être rentrée dans l'hôpital. Je me souviens rien. Enfin, j'étais là, hein. Je sais pas par où on est rentré. Je serais incapable de vous dire comment je suis rentrée, dans l'hôpital. Il y a son état qui se dégrade Oui. complètement. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Enfin, comment ça se... Et bah, là, ils me disent, «Il faut aller vite». C'est tout ce que j'ai retenu. Il faut aller vite, ils décompensent. Et en tant que maman, quand on voit toute cette scène avec son fils, du coup, qui part un peu en vrille, que les médecins ou les infirmiers autour de nous, ils nous expliquent rien, comment on vit ça? Comment on le ressent? J'étais plus, impression d'être dans une pièce toute noire et qui me serre. Incapable de penser. Incapable de penser quoi que ce soit. C'est trop horrible. C'est impossible de penser à là, pour l'instant, c'était pas je pensais pas de quoi que ce soit. C'est simplement, c'est comme si quelque chose vous serrait très fort et vous empêchait de respirer. C'est des sensations dans le corps, quoi, qui vous Ouais, restent. et on n'arrive plus à penser. En fait, moi, personnellement, j'arrivais pas à penser, Oui. j'arrivais pas je me suis dit: «C'est pas» enfin, ouais, je me suis mis en mode, je sais pas et je pense que mon corps, il a marché, hein. Je Ouais. sais que je suis rentrée dans l'hôpital. Je sais pas comment, mais je suis rentrée dans l'hôpital. On m'a dit de me mettre là, je me suis mis enfin, je sais pas, honnêtement, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais moi, j'avais l'impression d'être dans une pièce et tout noir et qu'on me serre et je voyais juste des brides où je voyais que je marchais, je voyais ce qu'on faisait avec mon fils de temps en temps, mais vraiment, je crois que j'ai vraiment, un peu fait déconnecter mon cerveau, je crois. Incapable de penser. J'ai même pas ressenti quoi que ce soit. Enfin, pas quoi que ce soit, c'est que j'étais en incapacité de penser Oui. quoi que ce soit. Une fois que vous êtes arrivée, du coup, sur Strasbourg, comment se passe la prise en charge de Guillaume? Très rapide et très violente. Encore une fois, je ne me souviens pas c'est comment on l'a mis dans le lit. J'étais là, hein. Je me rends compte, là, maintenant, à l'heure actuelle, qu'on en parle, en fait, je m'en souviens pas. Enfin, je me sais même pas comment on en est arrivé là. Sauf que je me souviens qu'entre-temps, j'avais appelé mon mari pour dire: «Écoute, on va à Strasbourg, apparemment c'est grave, mais bon, je pense qu'ils se sont trompés». Je crois que je lui ai dit ça, hein. Viens nous rejoindre quand même, Parce parce que que là, Dominique du était coup, pas là. votre mari, il était à la maison, Oui. au travail, Et bah, il allait venir nous chercher. et puis il était avec vos filles. Oui, mes filles étaient à l'école. Ma fille, c'était l'année du bac. Voilà, donc l'aînée, l'année du bac. Et l'autre, bah, ils étaient à la maison, enfin à l'école, quoi. Enfin, Oui, collège, voilà. au collège, Donc, pour lycée, l'instant, enfin lycée, les deux. Ouais. Et du coup, vous étiez allé avec Guillaume pour faire ses J'ai contrôles. honnêtement pas pensé du tout à elles. Bon, après, elles étaient quand même, elles rentraient de l'école toutes seules. Je Oui, veux non, dire, mais totalement. c'est différent si j'avais eu des enfants en bas âge, Oui, où bien là, sûr. j'aurais essayé de Oui. trouver Une solution, une solution pour aller les chercher. totalement. Là, je savais qu'elles rentraient. Là, vous pouviez être avec Guillaume, Voilà, et puis je veux votre dire, mari... qu'elles géraient. Et comme dit, quand j'ai appelé, pour moi, on allait rentrer, vraiment, on allait rentrer demain, enfin le soir ou demain. Oui. Enfin, voilà. Pour qu'ils viennent, vous à récupérer Strasbourg. Ah Qu'ils oui, viennent à qui viennent vous Strasbourg. rejoindre à Strasbourg à ce moment-là. Ouais. Voilà. Mais vous savez ce qui se passe alors, à ce moment-là, ou pas du tout? Non. On vous dit qu'est-ce qu'il en est de Je me Guillaume? souviens pas. Ok. Honnêtement, Ok. je vous jure, je me rends compte maintenant à l'heure actuelle que je pense que j'étais en mode déconnexion, mais totale. Mon cerveau, il ne réagissait pas avec le corps, hein. Je sais pas comment j'ai fait pour y aller d'ailleurs, hein. Incapable de dire. Mais j'ai quand même des brides parce que je sais qu'il est venu. Je sais pas, enfin, Dominique était avec moi. On était dans une pièce en réa. Je crois que je sais même plus où en réa. Et on était dans cette pièce. Et puis à un moment, je vois, en fait, je vois comme si j'étais dans un film parce que je regardais souvent Grey's Anatomy. Et là, j'avais l'impression d'être dans un film où on dit aux parents de sortir. C'est ce qu'on a fait. Je vois mon fils partir, mais comme ça, et puis je vois tout le monde mettre le truc, mettre comme dans les films. Enfin, S'activer autour de lui. et là, quoi. je me dis, mais c'est dingue ce truc. Enfin, ça, je m'en souviens. Je ne sais pas combien de fois je suis sortie de la chambre parce qu'ils l'ont choqué plusieurs fois. Et plusieurs fois, je suis sortie de la chambre. Et tous ces gens qui s'activent sur mon fils, et je réalise même, mon fils, c'est même plus mon fils. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils sont en train de réanimer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, sortez, rentrez.
Et à un moment donné, je leur dis carrément: «Arrêtez de le choquer si c'est un légume. Moi, je veux pas d'un légume. Ne vous acharnez pas sur lui parce que je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Mais oui. Incapable de le dire, mais je veux dire, si le cerveau n'est pas irrigué, ça, je le sais de ma profession, c'est pas la peine. Je veux dire, non, voilà, Vous si c'est aviez un pensé, légume, vous aviez pensé du coup arrêtez. que Guillaume, à ce moment-là, il était déjà presque parti. Bah, Enfin, vous vous disiez, c'est pas possible ou je me suis dit, s'il le réanime alors qu'il va y avoir des séquelles, enfin, pour lui, ce sera pas une vie. ouais, vous pensez tout de suite à l'après, enfin à la Bah, suite, c'est quoi. sur ce moment-là, hein. Et après, je sais qu'on est rentrés plusieurs fois, et je pense que mon mari était peut-être plus conscient que moi. Moi, j'étais plus du tout. Je me souviens être sortie plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis rentrée, et je me souviens même pas si j'ai pu tenir, si Guillaume était conscient. Je me souviens même pas. Je crois qu'il était pas conscient. Je crois qu'il était plus du tout conscient. Mais à un moment donné, je me sentais vraiment très fatiguée. Ça faisait quand même 48 heures que j'avais pas dormi, parce que bon, je suis restée à l'hôpital, mais on était sur une chaise. Voilà, j'ai pas bien dormi. Et je dis: «Dominique, il faut que je me repose là, je suis pas bien». Et les infirmiers m'ont dit: «Écoutez, il y a une salle des docteurs, vous pouvez aller vous reposer». Et je me suis reposée, je sais pas à quelle heure, je sais pas à quel moment, pour expliquer que tout ça, je l'ai passé comme dans un tunnel, mais comme ça, avec de temps en temps des portes qui s'ouvrent, mais vraiment de temps en temps. Et je me suis endormie, et je me souviens que mon mari est venu me voir, il m'a réveillée. Et je me souviens qu'il était 5 heures du matin, parce que c'est quelque chose où à 5 heures du matin, je me réveille très souvent encore maintenant, 14 ans après. Et là, bah, voilà, mon mari me dit: «Viens, faut dire au revoir à Guillaume». Et là, je me suis dit: «Non, non». Et je sais qu'il fallait d'abord rentrer dans une salle, se laver les mains, et cetera, et que les médecins a dit: «Vous attendez, on vient vous chercher». Et puis, voilà, écoutez, ils viennent tous ensemble, et ils nous disent: «Écoutez, votre fils est en train de partir, vous pouvez lui dire au revoir». Et moi, c'était insurmontable. Je l'ai vu là, avec tous ces tuyaux, parce que je l'avais pas vu avec tous ces tuyaux. Parce que quand moi je me suis endormie, ils l'ont intubé, et ça, je l'avais pas vu, et je l'ai vu allongé comme ça. Et j'étais incapable de dire quoi que ce soit, je me suis bien hurlée. Ils m'ont mis une piqûre parce que j'arrivais pas, j'étais écroulée par terre, je n'arrivais plus à rien faire. Et à ce moment-là, il y a un monsieur, il me dit: «Écoutez, on va tenter quelque chose, on va le mettre sous l'hypno, et de toute façon, voilà, il est en train de partir, on vous le cache pas, que nous-mêmes, on a du mal à croire qu'il va s'en sortir, on va essayer, mais on vous promet rien du tout, parce que votre fils est vraiment mal en point. Tous ses organes se partent, tous ses organes, le foie, le rein, tout était en train de partir en cacahuète. C'était voilà, on va essayer». Et je sais pas ce qui s'est passé, parce que juste à ce moment-là, quand ils l'ont pris pour le mettre sous ECMO, Est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là, qu'est-ce que c'était l'ECMO? je crois qu'ils me l'ont dit, mais je sais pas si j'ai bien mesuré la chose. Est-ce Ils que m'ont vous dit: «C'est pouvez une machine». expliquer ouais, voilà, est-ce Voilà, que vous pouvez expliquer ce que c'est? c'est une machine extracorporelle qui aide le cœur, en fait, qui prend le relais du cœur pour, enfin, qui remplace le cœur, mais qui est en dehors de voilà, pour, en fait, c'est pour attendre une greffe, que le rein, le foie reprennent, parce qu'en fait, voilà, le cœur, ne faisait plus son effet, et du coup, effectivement, tous les organes partaient, comme ils ne sont pas oxygénés, pas Oui, alimentés, voilà, c'est ça. et cetera, ben, tout part, tout part. Et du coup, ils ont dit: «On va le mettre sous la machine qui va remplacer le cœur», parce qu'on peut pas le mettre, il y a des thoratec. Enfin, à l'époque, on appelait ça des thoratec, maintenant je sais plus comment, où c'est des gens où c'est une machine qui est implantée, carrément, on la voit, elle sort, on la voit, mais elle est tout près du corps, et ça fait du bruit énorme et tout, mais bon, ça, à l'époque, enfin, voilà, j'avais jamais vu, j'étais auxiliaire de puériculture, mais c'est vrai que moi, j'étais en pédiatrie, en maternité, et j'avais jamais été dans ce monde-là. Jamais dans le monde Du cardio. du cardio. Ouais. Jamais, je pense la greffe, enfin, pour moi, c'était quelque chose de loin, c'était Ouais. super, génial, mais quelque chose de tellement loin, comme quand les gens ont un cancer, on pense que des fois ça arrive qu'aux autres. Mais là, la greffe, enfin, c'est quand même pas quelque chose de courant. Pourtant, je suis du métier, hein. Là, ils vous disent: «On va tenter cette solution», donc cette Voilà. machine qui aide le cœur Qui à aide le pomper. cœur pour que le En foie, attendant,
pour pouvoir attendre une Une greffe, greffe. parce que là, de toute façon, le cœur, il est mort. D'accord, on vous dit ça comme ça. Voilà. Donc vous savez que la seule solution pour que Guillaume continue à vivre, c'est une greffe. Oui. Mais qui doit être rapide, j'imagine? Qui doit être... Disons, non, il ne pouvait pas, à l'heure actuelle, le greffer. Son état était pas... C'est en fait pour du coup avoir la greffe, il faut que les organes ils soient Voilà. en bonne forme entre guillemets. Voilà. Si on Là, il ne puisse pouvait... dire. il est incapable d'avoir la greffe. Même Il s'il y aurait avait pas un tenu, greffon tout de suite Non. dans l'immédiat, c'était pas possible de le greffer non. parce que son état général était trop Voilà. mauvais. Voilà. Trop faible, oui, il était du Oui. coup, je pense Il aurait que son pas... état général, non. ouais, je pense que les autres organes en fait n'auraient pas En supporté fait, il partait. l'opération en elle-même. Ouais. Partait de toute façon, pour eux, c'était même c'était la dernière chance. Et ils m'ont expliqué par la suite qu'ils l'ont cherché vraiment cheveu par cheveu. Vraiment, à essayer de tout. Et au début, donc, quand ils ont mis cette machine qui allait remplacer le cœur, parce que ça n'a jamais été fait, ça se fait dans les opérations à cœur ouvert ou d'autres opérations, ça peut être pour le rein, hein, ça peut être pour plein de choses. Et on fait ça, c'est pendant l'opération, ça aide. Qu'on met la machine. Mais Voilà, mais jamais c'est pas en dehors, quoi. Ils avaient essayé sur quelqu'un qui était, enfin, je crois que c'était au Mexique. Je veux pas dire de bêtises, ça, parce que ça, je sais plus trop ce qu'ils m'ont dit. En Mais tout ça cas, avait c'était été, pas quelque chose de courant, quoi. voilà, et pas plus d'1 mois. Et je pense surtout que sur un enfant Un de enfant, ça avait l'âge jamais été fait. de Guillaume, je pense que ça Ça c'était une avait jamais, première. voilà, oui. D'ailleurs, ils m'ont demandé, ils m'auraient demandé n'importe quoi. De toute façon, je pense que je sais pas. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire des photos pour pouvoir après le présenter aux étudiants, etc. Parce que c'était vraiment voilà, Un cas enfin, d'école, voilà, un cas d'école. on va dire. On n'est pas fiers, hein. Non, non, bien sûr. Mais voilà. Mais ouais. Et du coup, il est resté d'abord à Haute-Pierre. On a été à Haute-Pierre. Et en pédiatrie, parce qu'il a que 10 ans à l'époque. Et du coup, il était là-bas. Alors, à l'époque, maintenant, l'ECMO, c'était une grosse machine comme une machine de disc-jockey, là. D'accord. Pour se C'était faire un peu de la taille, ouais, voilà, c'est énorme, ça. voilà. Et je sais pas, il y avait beaucoup de poches parce qu'il perdait beaucoup de sang. Et du coup, il était Beaucoup plein de poches. transfusé, ouais. Et il était mis sous coma artificiel. À ce moment-là. Voilà, parce que lui, en fait, il avait des canules, beaucoup plus de grosses canules, parce que vraiment, ça remplaçait son cœur. C'était pas quelque chose pour aider le cœur, c'était son cœur. Voilà. Et le cœur, il n'y était plus. Il était mort. Et du coup, il a été mis sous ECMO, parce qu'avant de partir sous ECMO, il a été conscient. Il a dit maman, maman, et là je dis écoute Guillaume, là j'ai eu le temps de lui dire on va faire de telle sorte que tu vas t'en sortir, et je te promets, parce que on dit des choses aussi, je te promets tu auras ton petit chat. Il voulait toujours un petit chat, et moi je suis pas très chat, hein. Voilà, c'est comme ça, tu auras ton petit chat et tout, et je t'aime très fort, et voilà, je sais pas s'il a entendu le je t'aime très fort, mais bon, après il est reparti. Vous avez pu lui dire quelque voilà, chose, c'est le peu de bête, temps où il mais était conscient, voilà. vous avez pu au moins lui dire, Voilà, au je moins savais lui dire pas ça. s'il allait s'en sortir, je savais pas. Et c'est vrai que du fait qu'ils l'ont très pris en charge, du coup, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir non plus. Quelque part, je me dis s'il meurt, j'ai pas dit au revoir. Enfin, après c'est bête, mais je lui ai dit je t'aime, c'est déjà bien. Et là, donc, il était tenu par. Enfin, il y avait quelqu'un en permanence, parce qu'en permanence, il fallait régler le taux d'oxygène, le sang, parce que c'est plus comme maintenant. C'était c'était moins performant qu'aujourd'hui, les machines, donc il et fallait ça nécessitait beaucoup plus de surveillance, beaucoup absolue. plus de technique, beaucoup plus. Enfin, après, je connais rien, hein, je veux dire honnêtement, voilà, mais il pouvait pas être gardé parce que il commençait à reprendre. Les organes. Les organes commençaient à reprendre. Ça c'est une super bonne nouvelle Alors quand on est là, on en tant que commençait parent, non? à se dire ouais, voilà, Ça reprend vie. Il disait toujours on reste prudent, mais ça reprend, le foie reprend, enfin voilà. Mais par contre, comme il y a pas, c'est une greffe pédiatrique, et donc on a dû le mettre à l'hôpital civil. Le seul problème, c'est qu'il fallait vraiment le déplacer sans trop le bouger. C'était important. Du coup, ils l'ont mis dans une ambulance. Alors, il roulait doucement avec le chariot.
Ils l'ont mis dans l'ambulance. Il y avait la gendarmerie, la police, qui ont bloqué la route. Désolée pour ceux qui voulaient aller à Ikea. La route d'Ikea, à Strasbourg. J'ai des photos, ils m'ont envoyé. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais pu vous sortir l'album. Il y a toutes les photos de la machine et tout. Et donc, ils ont bloqué la route et ils roulaient parce qu'ils ne pouvaient pas, les petites routes, elles sont trop fragiles. Du coup, ils transportent Guillaume de l'hôpital là où il était jusqu'à un autre hôpital dans Strasbourg. Et du coup, ils sont obligés de faire très Doucement, surtout pas trop de bosses, donc il ne faut pas que la route soit abîmée. Donc, ils ont pris la route qui traverse Strasbourg, là, l'autoroute, enfin, je crois que c'est l'autoroute. Et du coup, ils l'ont bloqué parce qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas faire d'à-coups, il ne faut pas freiner, il faut vraiment rouler continu, il faut vraiment faire tout doucement. Donc, la police qui ferme, qui accompagne aussi. Hein. Donc, comme un président. Hein. Oui, voilà, c'est un convoi exceptionnel. Convoi exceptionnel. Et là, il a été mis en réa cardiaque en attente qu'il aille déjà mieux et puis en attente d'une greffe. Vous avez fait le trajet avec lui à ce moment-là dans l'ambulance? Non, nous, on a suivi après lui. Mais du coup, on a dû attendre parce qu'ils ont bloqué la route. Mais oui, on n'était pas là quand il est arrivé, mais de toute façon, après, il rentre par une autre porte. Nous, on serait pas rentrés. Enfin, Oui. il était dans le coma, donc... et puis, il a été mis dans une chambre où il y avait un sas et puis il fallait s'habiller, mais de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné une tenue. C'est plus comme maintenant. Maintenant, ils sont moins exigeants, mais là, ils nous ont prêté des pantalons, une chemise, enfin comme ils sont habillés, plus une surblouse, plus les surchaussures, plus le calot, plus le masque, plus les gants. Pour aller le voir. Alors bien sûr, il était dans le coma, mais c'est vrai que j'avais envie d'être à côté parce que je me dis, on ne sait jamais, je vais être là. N'importe quel moment, si ça part en cacahuète, ou je vais être là pour lui dire au revoir. Du coup, j'étais toute la journée à côté de lui. Oui. Je lui parlais, parce qu'on nous a dit que c'est important quand même de lui parler. Oui, même quand on est dans le coma, effectivement. Qu'on lui parlait, on lui mettait de la musique, qu'il aimait bien. Ma sœur lui avait enregistré Final Fantasy, parce qu'il aimait bien, il était très geek déjà à l'époque. Mais c'est bien. Parents qui vont s'insurger, mais oui, c'est vrai. Qui était geek. Ça l'a sauvé quelque part. Ça l'a sauvé, ouais, exactement. Guillaume était plongé dans le coma pendant combien de temps au total? Alors, 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, mais à un moment donné, quand c'est extracorporel, il y a quand même des risques d'infection. Toujours délicat. Et de toute façon, après, ça faisait plus trop son effet non plus. Ça commençait un petit peu à se dégrader. Il fallait vraiment faire quelque chose. Et comme ils n'ont pas trop l'habitude des enfants, on ne savait pas si on était prioritaire, pas prioritaire. Enfin, ça a été un micmac. Sur la liste de greffe. Sur la liste de greffe. Mais à la fin, bon, il était hyper en urgence. Du coup, je me souviens, c'était le week-end. Là, ils nous ont dit, écoutez, on ne peut plus attendre, on ne peut plus le laisser comme ça fait trop longtemps. Parce que ça a ses limites, l'ECMO. Oui. C'est pas ça remplace pas un vrai organe, en fait. Non, c'est temporaire. Ça a ses limites. Et voilà. Et du coup, ils nous ont dit, écoutez, on a commandé la Thoratec, cette fameuse Thoratec. Enfin, nous, on disait Thoratec, mais maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle est beaucoup moins grande, etc. Elle a vachement évolué, mais maintenant, c'est cette grosse machine. Et je me souviens que j'avais été avec quelqu'un, on avait été voir, justement, quand on m'a parlé de la Thoratec, j'ai été voir une dame qui l'avait, cette machine. Mon Dieu. C'est une machine qui sort comme ça, elle est tenue par comme un sac, mais en fait, elle est retenue par le cœur. Et on voit, comme un cœur, mais artificiel, on voit et on entend. Et on l'entend, et on l'entend, et on le voit, on voit ce sang couler là. Oh là 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 là, je me suis dit, c'est pas possible. Une grosse machine avec, il faut porter c'est une batterie pour pouvoir se déplacer, mais sinon t'es branché sur quelque chose, ça reste... Ouais, donc en fait c'est une espèce de cœur externe branché en à permanence, une batterie, ou à un secteur en permanence. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester là-dessus. Et ils l'ont commandé, je me souviens.
Elle est arrivée le samedi. Je l'ai vue dans un gros truc. Elle venait de Berlin en plus. Je me souviens parce que j'habite à Berlin. Je crois qu'aujourd'hui, la compagnie qui fabrique ces cœurs, ça s'appelle Berlin Heart. Oh, bah Ouais, voilà. voilà. Et en fait, donc, en sachant que quand Guillaume était à l'hôpital, moi j'ai eu la chance, à Strasbourg, ils ont été adorables. Ils n'avaient pas l'habitude d'enfants. Du coup, ils m'ont prêté une chambre pour que je puisse rester. Donc, je ne pouvais pas rester à côté de lui, bien sûr. Mais j'étais dans l'hôpital. Ils m'ont donné une chambre. Et j'y allais l'après-midi, puis le soir, j'allais dormir là-bas. Il me tenait au courant de chaque fois ce qui se passait, s'il avait au moindre truc, j'étais là, quoi. Ouais. Au moindre Vous truc, je étiez pouvais sur descendre. place. Voilà, je pouvais descendre. Parce J'étais que en de votre domicile jusqu'à l'hôpital, c'est combien de temps de 3 trajet? quarts d'heure, si tout va bien. Et il y a quand même un radar. Enfin non, à l'époque, il n'y avait pas. Non, à Ouais, mais il l'époque, y il a n'y les avait pas. bouchons Mais il y a les et bouchons, puis justement. enfin C'est voilà. même plus que 3 quarts d'heure, effectivement. Je suis bête parce que maintenant, il n'y avait pas ce contournement maintenant. Il y avait... Donc c'était plus long encore. Mais du coup, enfin, votre domicile était quand même loin de C'était trop l'hôpital. loin, je me voyais pas Faire aller des loin allers-retours et comme ça donc tous les jours, alors c'est en fait, mon mari moi j'étais la semaine, j'étais avec lui. Le week-end, je rentrais pour les filles et Dominique restait et en fait, le dimanche mon mari m'appelle et me dit: «Alexia, je crois que tu peux venir, ils vont avoir une greffe». Et alors, à quoi vous pensez alors à ce moment-là? Alors, je reste prudent parce qu'on nous a déjà expliqué, on nous avait bien dit que si on a une greffe jusqu'au dernier moment, ils peuvent même l'ouvrir et ça va pas et on referme. Donc, à la fois contente, mais je reste prudente. Je reste prudente. Mon papa nous a emmenés alors qu'il lui, à 130, il dit: «Oh, faut aller à 120 parce que tu comprends, il faut quand même pas aller trop vite». Eh ben, il est allé à 130, hein. Voilà, je Il ne a sais pas comment compris il a fait, l'urgence là, de je la ne sais pas. situation. Il est allé à 130, mes parents, Et du coup, voilà. vous avez pu aller avec vos filles à ce moment-là? Non, Non, elles n'avaient pas le droit non, on de n'avait voir pas le leur droit, frère. non. Et là, les filles, voilà, malheureusement, les filles, on a essayé vraiment mais j'avoue que l'urgence, enfin, je c'est pas voilà, c'est pas quelque chose je suis fière. Enfin, fière. C'est pas quelque chose, enfin, je culpabilise, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on était en mode Dio, quoi. Oui, oui, Voilà, c'est j'espère c'est que voilà. compréhensible, c'est compréhensible. Mais en tant que maman, vous aviez votre cœur, je pense, Oui, bien séparé en 2 voilà. et je pense que le déchirement est d'autant Et plus pourtant, difficile. hem, quand je rentrais le week-end, mes filles m'ont été d'une aide incroyable. Elles ont été adorables et même après je tiens à le préciser parce qu'elles ont été vraiment adorables. Elles ont fait abstraction d'elles-mêmes, elles ont été très gentilles, elles ont été, ça m'a fait tellement de bien de les voir et elles m'ont dit: «Viens maman, on va faire ci, on va faire ça» et ça, je veux dire, elles ont vraiment été adorables. Mes 2 filles, vraiment. Voilà, bon, voilà, je tenais parce que Je pense c'était qu'en tant que important et maman, pourtant ça n'enlève pas la culpabilité voilà. qu'on a en tant que maman, mais je Oui, pense parce que voilà, je pense qu'elles m'ont plus aidée que je les ai aidées, oui, malheureusement. mais Voilà. je pense que c'est des choses qui se font aussi naturellement. Elles se sont pas forcées à faire ce qu'elles ont. Et pourtant, elles ont souffert parce que j'apprends des choses par la suite et je me dis: «Ah oui, oui, elles ont vécu elles aussi des choses, et j'étais pas là et elles ont pas voulu me le dire parce qu'elles m'ont dit: "Je voulais pas t'inquiéter"». Et ça, c'est quand, à la fin, quand, voilà, par la suite, Guillaume était Ouais, encore à l'hôpital, je rentrais le week-end toujours et elles m'ont dit, «Mais on n'osait pas te le dire maman, tu avais tellement de soucis» mais oui, c'est vrai. et bon, Et on on s'est peut pas voulu tout. parce que On peut pas tout, on peut pas être, voilà, partout, on peut pas tout voilà, gérer, donc c'est comme ça et je pense qu'il faut, voilà. voilà, se Donc décharger voilà. aussi. On a fait ce qu'on a pu et puis, Voilà et au moment de la greffe, donc j'étais à la maison et donc je suis allée. Dominique, on a vu Guillaume, il est parti. Bon, il était toujours dans le coma, bien sûr, hein, mmh, pas conscient, pendant hein, pendant toute la totalité jusqu'à dans le la coma greffe, dans le coma et même après et même après. et même après. Ils l'ont laissé dans le coma, déjà pour pas qu'il souffre. Lui, il était dans le coma. En fait, Guillaume, je sais pas à quel moment il a pas été conscient, mais déjà avant, quand ils l'ont choqué, il était déjà plus conscient. Oui.
Je pense qu'il a été conscient juste quand on est allé dans l'ambulance, quoi. Ce que vous disiez, la Ouais, petite bribe la que petite vous bride, aviez là, pu lui voilà. dire. Et encore, je sais pas s'il se souvient de ça. Mais oui, En sachant que comme il était hyper sédaté, il y a des choses qu'il a oubliées bien sûr. par la sédation. Mais en tout cas, ce que vous avez retenu, c'est qu'à ce moment-là, vous avez vu une lueur un petit peu et Voilà. vous avez pu dire ce que vous Voilà. aviez besoin de Voilà. dire dans le petit laps de temps. Mais sinon, tout le reste, effectivement, c'était... Voilà. il était sédaté et dans le Voilà. coma. Et Dominique avait le droit de rester. On a attendu longtemps, je sais plus vraiment quelle heure, parce que c'est vrai que il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Voilà, nous, le on temps était s'arrête là, un peu. on a attendu et on nous a dit que l'implantation, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, c'est assez bien passé. Voilà, mais on reste toujours prudent. On reste toujours prudent. Donc le changement, enfin dire, le greffon avait été placé du coup à Guillaume, Oui. c'est ça? Et que ça Et s'était bien là, passé. déjà, on s'est dit, waouh, ça y est, il est dedans. Que ça correspondait Il est aussi à dedans. sa taille et à son, Voilà. Il est à sa dedans. cage thoracique. Voilà. Enfin, voilà. Et que là, mais bon, on reste prudent, hein. Toujours Ah oui. pareil, hein. Bah, vu On ce reste qui prudent. était déjà arrivé, on se dit Non, on tout reste est possible. prudent Donc, parce que les premiers temps, les premières heures, on vous dit, après les premières heures, après on dit les premiers jours, après on dit les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois. Pendant l'année, être très patient. voilà, c'est ça. Là, j'ai appris, et moi je suis quelqu'un j'aime bien avoir un plan A, j'ai un A et un plan B. Je ne supporte pas de ne pas avoir de plan. Autant là, maintenant j'ai appris de ne plus en avoir parce qu'on ne sait pas et qu'on aura toujours le temps de voir parce que de toute façon, on ne sait pas comment on va réagir. De toute façon. C'est pour ça que souvent des gens me disent oh là là, vous n'avez vraiment pas eu de chance. Je dis déjà non. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu énormément de chance. Ouais. J'étais en retard, j'aurais pu ne pas être en retard. Il a repris de lui-même, il aurait pu ne pas reprendre. On ne serait pas là. Le cœur au dernier moment, on ne serait pas là. Enfin, ouais, c'est ça. il y a plein de choses, mais même Camille, je veux dire, il y a toujours eu quelque chose qui fait que on est intervenu. Combien de fois il y a des gens qui meurent sur un stade ou qui meurent après, et il aurait pu mourir, on ne serait pas allé. Je serais allée faire mes courses, je serais rentrée du travail, j'aurais trouvé mon fils mort. Donc, vous préférez... Mais c'est normal. Mais Parce que là où les gens voient de la malchance, vous Mais voyez non. toute la chance qu'il y a. Mais oui, moi j'ai eu énormément de chance, j'ai encore mes enfants. Vous savez que Guillaume, du coup, a son greffon qui est installé, que ça, c'est un premier pas. Déjà un premier pas. Donc après, tous les jours, on apprend que ça va mieux. Tous les jours, bon, on a toujours peur que ça... Des fois, il dit « Ah, ça va, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. » Bon, après, ça, c'est pas le problème. stable. C'est pas stable, mais ça, c'est toujours quand même bien. Mais après, il y a eu une autre chose. Et ça, on nous a pas prévenu. C'est que Guillaume a été sédaté, mis sous coma artificiel, par des médicaments très forts. Enfin, genre... je cherche mes mots. Comme de la morphine. Oui, la morphine, enfin de la drogue. C'est de la drogue. Oui, bien sûr. Et Guillaume a commencé à se réveiller. Donc petit à petit, ils lui ont enlevé les tubes. Du coup, il a pu respirer. Du coup, il a commencé à se réveiller. Mais là, quand il s'est réveillé, j'ai pas été prévenue. Mais mon fils n'était pas comme mon fils. J'avais l'impression que c'était pas mon fils. Ils ont diminué tout ce qui est médicaments. Et en fait, il fallait faire un sevrage. Et ça, j'étais pas au courant. Tellement longtemps. Avec des fortes doses de médicaments. Enfin, je veux dire, c'était pas comme, par exemple, juste le temps de l'opération ou après après l'opération. Non, après, encore. Et du coup, il faut faire un sevrage progressif, quoi. Et il était drogué. Enfin, voilà. Lent, quoi. Enfin, voilà, lent. Voilà. Du coup, il fallait pas le sortir du coma tout de suite. Mais quand il a commencé à se réveiller, il a été en mode en fait, on m'a pas prévenu, mais il était incohérent. Et vous l'avez pas reconnu? Non. Et ses yeux étaient ternes. Et il commençait à dire, je me souviens, il me disait « Maman, tu peux pas rester là, il y a de l'eau partout, tu vas couler. Maman, quitte pas papa. Maman, je suis un Dupont avec un D. » Ouais, du coup, ça avait pas des de trucs sens. incohérents. Et Il des voyait un hallucinations. monstre, il voyait. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ils l'ont choqué plusieurs fois. Ça se trouve, il va devenir... Il est... le cerveau a pris un coup. Tout de suite, je me suis dit, mon Dieu, ça se trouve, on s'est acharné et en fait, il a des séquelles. Et ils ont quand même fait des IRM. Est-ce que le personnel médical vous explique à ce moment-là? Après, ils m'ont expliqué. Ils ont quand même fait attention parce que c'est toujours pareil, c'est un enfant et les médicaments sont différents. J'ai été très inquiète. Et un jour, il y a un prêtre. Alors il y a un prêtre qui vient
bonjour, je suis le prêtre de la paroisse, enfin de l'hôpital. Et là, je me suis mis en mode panique. Je me suis dit, on m'a pas prévenu, Guillaume va mourir. Ah bah oui. Et c'est pour l'extrême onction. Mais j'ai rien demandé. Je me suis dit, mais vous sortez de là, je vous ai rien demandé. Et j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe c'est juste pas possible. Mon Dieu, le pauvre, je Oui, le l'ai choc. engueulé, j'ai appelé les infirmières. Qu'est-ce qui se passe? On me prévient pas. Oui, j'ai oublié ça, il était encore dans le coma. Ah, il était encore dans Non, le il n'avait coma. pas la greffe. Ah oui, j'ai oublié ça. Non, il n'avait pas la greffe. Et du coup, c'était avant la Ouais, greffe que et le en prêtre fait- est arrivé et vous pensiez que ça y est, c'était... Et en fait, c'était le prêtre de Ribeauvillé qui en avait parlé, parce que alors on habite dans une village. Et j'ai été très soutenue, je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, tout le monde était c'est Guillaume, ça a fait toute Une la chaîne ville. de soutien Oui, derrière, et quoi. du coup, le prêtre a dit, va voir, parce que pour soutenir la maman, mais moi, je vois arriver un prêtre. Oui, on se dit, c'est la mort. Voilà, c'est l'extrême onction, on m'a pas prévenu, j'ai rien demandé. Enfin, Oui, c'est ça. j'ai commencé à paniquer, je me suis excusée après, mais parce que je lui ai dit, non, mais venez pas, il va pas mourir, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais j'ai même pas laissé le temps de parler, j'étais en mode Le panique. choc, ouais, c'est ça. Voilà. Était Non, trop c'était intense. petite histoire. Mais oui, mais bon, Voilà. ça fait partie des chocs, Mais c'est voilà. pas évident, quoi. Donc voilà, mais donc il s'est réveillé, mais ça a été très très difficile pour lui de le... Et après, j'ai retrouvé mon Guillaume, hein. Après, ça allait. Au bout de combien de temps? Oh là, je sais plus, au moins une semaine. Ouais, une semaine. Ok. Vous étiez du coup un peu plus rassurée à Oui, partir du mais moment après, ils où... ont fait des tests au niveau du cerveau. Quand même, ils ont vérifié. Oui, bien sûr. Quand même, voilà. Vu Parce tout que ce c'est qui vrai que s'était pour eux passé. aussi, ils ont quand même choqué plusieurs fois, en Ouais, sachant que, voilà. on savait quand pas même les regarder. conséquences Mais non. que ça pouvait avoir vu qu'il a été placé dans le coma juste Voilà. après. Donc, Donc, on ne sait pas. mais du coup, Non, ça une allait. fois qu'il était réveillé, il était bien Réveillé, voilà. il était réveillé Voilà. et c'était Voilà. Guillaume. Voilà, c'était Guillaume, et voilà. Il y avait des petites Au niveau de la complications. douleur, voilà, c'était un peu plus difficile à gérer, surtout qu'avec un enfant. Les médicaments, il ne pouvait pas les avaler parce qu'il était trop gros. C'est un petit. Des médicaments d'adultes, c'est Ouais. trop gros. Donc, il a fallu trouver un système pour lui donner parce que c'était impossible. Il n'arrivait pas à les avaler. Il s'est tout fait. Il ne pouvait pas lui donner comme ça. Du coup, il a fallu faire toute une recherche pour lui donner les médicaments. Les bons médicaments, sous quelle forme? Ouais, je pense que ça a dû être Voilà. un tâtonnement. Est-ce que, au bout de combien de temps est-ce qu'il revient à la maison? Depuis le jour où il a eu son accident à la maison, que vous avez dû appeler les secours, et après sa greffe, au bout de combien de temps est-ce qu'il a le droit de revenir, on va dire, à la maison? Plus d'1 mois et demi, ouais. Pas tout à fait 2 mois, mais presque. Ah oui, c'est passé rapidement, en fin de compte. Ouais, quand même, oui. Non, mais c'est pour avoir un délai. Je m'imaginais pas de la durée que ça a pu être. Bah, pour moi, c'est rapide, hein. Et on est allé voir mon papa défiler. Il voulait absolument aller voir mon père défiler. Bah voilà. Ah, donc, ouais, 2 mois. Donc voilà, 2 mois. 2 mois. Ouais, c'est rapide, ouais. Ouais. 2 mois d'hospitalisation. Parce qu'en fait, oui, il a été après, on est resté à l'hôpital civil, et après, il est resté 3 semaines à Colmar parce qu'ils se sont dit, parce que comme ça, là où on était parti, en fait, si jamais il arrive quelque chose, ils l'ont déjà. Oui, ils le peuvent voilà, ils prendre en peuvent le prendre en charge très vite. au début pour des petits trucs, et puis après transférer s'il faut, mais au moins, s'il faut agir vite, ils étaient au courant. Donc du coup, on était restés 15 jours, je crois, 3 semaines, 15 jours. Et puis ça rapproche pour ses sœurs. J'allais Du coup, dire, ses sœurs ont on pu peut venir le voir. voilà, parce que sans cela, c'était trop compliqué. Ok. Bon, après, ils ont été quand même à Strasbourg, hein. Ils sont quand même venus me voir à Strasbourg. Après, Une fois qu'il a été greffé, quoi. une fois qu'il est allé dans les chambres en cardio, Plus en chambre stérile, mais Pire plutôt cardio, ouais, voilà, c'est parce ça. qu'ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ouais, mais surtout n'avait pas les le droit. enfants. Ouais, c'est ça. Comment vous vous en êtes sortis, en fin de compte? Non, à ce moment-là, la vie s'est arrêtée. J'ai même envisagé comment je pouvais mourir pour donner mon cœur. Parce qu'il faut une condition pour donner son cœur. On ne peut pas mourir n'importe comment. Je me souviens d'avoir dit est-ce que mon cœur, ça irait? Parce qu'on nous a dit une femme, ça peut être une femme mince, enfin pas mince, mais je veux dire une femme, ou parce que le cœur de Guillaume, il faut qu'il soit compatible avec sa morphologie. Donc forcément pas un adulte homme, parce que c'est trop gros. En taille et en poids. Mais ça il peut faut être que une ça femme pas trop grande, enfin voilà, des gens pas trop grands, des ados ou un enfant.
Et je me souviens, bon, j'avais demandé, il m'a dit non, c'est pas possible. En plus, on ne sait pas si vous êtes compatible. Après tout, en plus, je suis pas compatible parce que mon fils est O et moi, je suis A. Oui, donc déjà le groupe Donc, sanguin, déjà là, c'est raté. C'était raté. zut. C'est raté. Mais en tout cas, votre esprit s'était dit à ce moment-là, comment est-ce que moi je pourrais faire pour sauver mon fils, quoi. T'es impatient des week-ends parce qu'on nous avait dit que le week-end, les jeunes en boîte de nuit, parce que c'est souvent des accidents de la route. Donc, en fin de compte, quelque part, au fond, nous, on souhaite un peu des week-ends. la mort de De quelqu'un quelqu'un. pour sauver. Si, les blagues, oui, si. Quand je voyais une voiture aller trop vite, un don d'organe. Ça, si, j'ai fait la blague. Ouais, j'étais même ravie. Je me suis dit, super, don d'organe. Si, j'ai guetté tous les accidents de jeunes. J'ai souhaité la mort de jeunes. Un jour, je me suis arrêtée à un feu et j'ai vu un petit garçon en vélo. Enfin, je suis pas fière de le dire. Mais j'ai vu ce petit garçon de 10 ans en vélo et je me suis dit, je suis dans la voiture. Je l'ai pas fait. C'était 30 secondes. Et je m'en suis tellement voulu après. Je me suis Mais dit, je c'est pas pense qu'en possible. tant que maman, on pourrait en fait retourner toute la terre pour sauver ses enfants. J'aurais été capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, mais je pense que c'est quelque part c'est normal quand on le traverse, quand on est dans ce moment-là. Mais non, mais je veux dire, c'est aussi important de dire que jusqu'où va le cerveau pour c'est ça. essayer, coûte que coûte, de sauver notre enfant. On serait prêt à tout ça. Là, je serais prêt. Je sais que pour mes enfants, je serais prêt à faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous dire, à partir du moment où vous savez que l'état de Guillaume est très grave, qu'il n'y a pas de sortie envisagée de l'hôpital, hormis si une greffe est possible. Du coup, comment vous faites en tant que maman pour organiser une vie familiale qui est complètement bouleversée, éclatée, enfin on peut prendre le terme qu'on veut, mais le quotidien est plus le quotidien parce que... Je me souviens que j'ai commencé à prendre possession de mon corps au moment où Guillaume est parti pour l'ECMO. À ce moment-là, j'ai repris parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir, dont celle qui fait le relais, comment on appelle ça? Je cherche mes mots. Qui fait le relais avec les greffes. Les coordinatrices. Les coordinatrices. Et là, ils ont vraiment été très, très gentils parce qu'il y a eu la coordinatrice, il y a eu l'assistante sociale qui est venue. Et c'est elles qui m'ont remis un peu les pieds dans mon corps, quoi. Parce que là, elles ont commencé à me parler de greffe. Elles ont commencé à me parler de comment gérer, parce que moi, je travaille. Parce que jusqu'à là, je ne pensais à rien. Enfin, je pensais à rien. Mon mode, c'était... De toute façon, j'étais même plus moi, j'étais plus personne. Et voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, votre mari, il a pris le relais pour organiser le quotidien de vos filles, on va dire sans votre présence? Je me souviens quand même que j'ai appelé ma maman. Qui ont été du coup beaucoup présents pour les filles. Ma maman et puis une amie dont sa fille est la meilleure amie de Clémence. Et parce que je ne pouvais pas gérer. Du coup, ils ont géré ça tout de suite. Et mes filles qui ont été extraordinaires, qui ont su gérer, qui ont su qu'il fallait le faire et qui ont été raisonnables, même si parfois elles m'ont raconté des choses par la suite parce qu'elles souffraient tellement, mais ça c'était par la suite. Mais sur le moment qui ont été vraiment très conscientes de la situation et qui ont tout de suite dit t'inquiète pas, j'ai ouvert. Ouais. J'ai eu de la chance qu'elles avaient 14 ans. Ça vous a aussi soulagé aussi de ce presque 14 ans aussi. Ou de se dire elles en bas âge, voilà. Elles sont adolescentes, elles sont autonomes sur pas mal de choses et vous pouviez vous délester en fait de ce poids de charge mentale, d'organisation, à ce moment-là, À ce moment-là, oui, j'ai eu ce laps de temps. Mais après, c'est vrai que après, j'étais plus comment la greffe, si ça marche, s'il y aura une greffe, s'il y a ceci, s'il y a cela. Étape par étape. Étape. Comment ça se passe au niveau professionnel pour vous à ce moment-là? Vous travaillez dans quel type de structure? Alors, j'ai travaillé en crèche et j'étais donc j'étais dans la fonction publique territoriale et j'étais contractuelle. Parce que dans la fonction publique territoriale, en tant qu'auxiliaire, pour être fonctionnaire, il faut faire un concours qui en soit pas difficile, sauf qu'on est nombreux, c'est très difficile. La difficulté, c'est de pouvoir être prise. Et j'étais contractuelle. Ça faisait 2 ans que je travaillais, 2 ans et demi.
Mais voilà, j'avais fait 2 fois le concours et j'avais pas réussi parce qu'on était 600, hein, Oui, ils en prennent 500. c'est sélectif. Ben voilà. Et donc du coup, j'insiste sur le mot contractuel Oui. parce que du coup, j'étais pas fonctionnaire. Du coup, j'ai demandé, parce que l'assistante sociale m'a tout de suite pris en charge. Elle m'a dit: «Vous avez le droit à un congé parental d'accompagnement». Je lui ai dit: «Tout de suite, je prends». Enfin, de toute façon, pour moi, je n'arrivais pas à envisager le futur. Enfin, j'arrivais pas à Totalement. penser à 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Moi, c'était là, je veux dire, qu'on moi de ce côté-là, ce problème-là. Soit résolu. Et puis, on verra après, mais pour l'instant, moi, ça, je veux plus, voilà, je veux le régler. Du coup, ils ont tout fait. Enfin, ils m'ont rempli des papiers, j'ai juste signé. Vraiment, ils ont été extraordinaires parce qu'ils ont vraiment tout géré. Et du coup, j'ai signé le papier pour ce congé parental. J'ai prévenu que je ne revenais pas. C'est mon mari, je sais plus, c'est mon mari qui a dû appeler, comme quoi je revenais pas travailler pendant X temps. 3 ans. On m'a demandé, je sais qu'on m'a demandé 1 an ou 2. J'ai dit: «Je réfléchis pas, je prends les 3 et puis mais parce que c'était un monde que je connaissais pas, je savais Oui, pas on sait combien de pas temps où ça allait met les arriver. pieds. Enfin, je sais Totalement. pas combien de temps je Ni l'après, vous saviez bah pas. non, je sais pas comment j'aurais géré. Est-ce qu'il aurait pu être tout seul? Enfin, Oui, du coup, j'ai dit: «Écoutez», alors j'ai pris, bon, de toute façon, on renouvelle, hein, chaque année. d'accord. Du coup, j'ai prévenu. Bon, après, il faut Et savoir pendant qu'après enfin, du coup, en basculant dans un congé d'accompagnement parental, votre salaire en pâtit? Enfin, je sais pas, oui. ça change Ah du oui. coup? Ah oui, 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 ça diminue. Ça Ah diminue? oui, parce qu'on reçoit pas le salaire normal, ce qui est normal, hein. Enfin, Oui, je veux oui, dire, bien en sûr. soi, Mais je veux dire, ça a une répercussion quand ça a même une répercussion. importante. Vous Ça êtes a une répercussion. J'ai 5 à la perdu la maison. moitié de mon salaire, Ouais, voilà. ouais. Et puis, bon, après la greffe, Guillaume a eu un lymphome, mais c'est dû au traitement, de anti-rejet parce que c'est un enfant et que forcément ils réagissent plus, et du coup, j'ai redemandé, 1 an de plus. Et quand j'ai demandé 1 an de plus, c'est là que ça m'a coûté cher parce qu'en fait, je suis contractuelle. Donc, mon contrat est renouvelé tous les ans. Du coup, j'ai perdu mon travail. Alors sur le moment, je m'en foutais, enfin voilà, mais c'est Ouais. une double peine par la suite, quoi. Parce Oui, bah oui. que Bah oui, oui. une fois qu'on retrouve une vie un peu plus normale, bah, après, il faut quand même aller retravailler. Ça fait du bien aussi d'avoir une vie Totalement. sociable et d'avoir, sentir, voilà, Utile dans utile. Et quelque puis, chose, ouais. et ben voilà, j'avais perdu mon travail. Donc j'ai pu faire des remplacements par-ci, par-là, mais on peut pas vivre, hein, c'est une précarité, quoi. Du coup, ça m'a coûté mais bon, après, c'était mon choix. Bien Ça sûr. reste mon choix, c'est pas à cause de Guillaume, en aucun cas, il Non, faudrait on n'accuse que, personne, mais je veux dire, voilà. le fait qu'il y ait eu, voilà, la maladie, la greffe, suivie du lymphome de votre fils, Voilà, ça c'était a complètement changé, voilà. on va dire, votre vie professionnelle et ça a eu un Oui, impact aussi sur toute la famille économique. au niveau économique, voilà. C'est quand même important de le Ça, dire que la voilà. maladie aujourd'hui, elle peut engendrer ce genre de situation qui, même si c'est pas dans une gravité comme l'est la santé de notre enfant, Oui, voilà, mais c'est le après, voilà. Sur le moment, on pense parce que voilà, le plus important, c'est de toute façon, si c'était à refaire, je le referais, même ouais, en sachant les conséquences. Et c'est mon choix. bah oui, Mon fils ne m'a pas demandé, il y peut rien, il a rien demandé, il a eu ça, je veux dire, moi, j'ai fait le choix. C'est moi qui ai fait le choix, je voulais pas retravailler et puis voilà, je veux dire, et si c'était à refaire, je le referais. Je le referais, volontiers, tant pis. Ça m'a permis de voir autre chose et puis j'ai vécu des moments extraordinaires et voilà. comment vous sentez quand on vous apprend que Guillaume, après la greffe, contracte le lymphome? Alors là alors là Bah oui, et là encore, mais un peu moins serré. Bon, je sais pas pourquoi, mais là, comme s'il y avait un gros poids sur son corps. Et en plus, celui qui a parce qu'il avait mal au ventre et on pensait que c'était peut-être des anti-rejets et tout, il a mal au ventre, OK. Toujours ce mal au ventre. Moi, je déteste les mal au ventre. bah oui, du coup, Ça m'énerve dès qu'on a mal au ventre. Moi, je vais voir un médecin parce que là, voilà quoi, même si tu as une gastro quoi, va voir un médecin. oui, tout de suite, Et regardez. là, c'est pas possible. Et du coup, d'abord, le médecin, il dit: «Bon, bah, écoutez, faites une écho». Et ça, l'écho, pareil. Une Écoutez, votre découverte. fils, il y a des trucs bizarres sur ce serait bien que vous y allez d'urgence, aujourd'hui même. Aujourd'hui, j'ai téléphoné à une collègue qui est à l'hôpital. Il faut qu'il fasse une échographie, là, pour moi, il y a quelque chose, de pas normal.
Et encore une fois, mais là, on y va nous, sans Oui. il n'y a pas Il n'y a d'urgence, pas pas d'urgence, mais d'urgence vite. quand même, au niveau Mais quand même, si, délai faut y aller. temporel, il faut le faire le plus rapidement Et il y a possible. urgence, parce qu'en fait, ce jour-là, donc on va faire l'échographie à Colmar. On nous dit d'aller à Strasbourg dans l'après-midi. Et là, c'est une dame qui ne parle pas le français, la pauvre. Elle nous dit « grave, cancer, grave ». Enfin, avec des mots grave, cancer. De toute façon, dans ces cas-là, on n'entend que les mots qu'il ne faut pas. Bah oui. De toute façon, le choc. Et là, je me sens, mais j'ai l'impression que tout mon corps est lourd. Et Guillaume qui me regarde, et moi, je me dis, je sors. Et là, je m'écroule. Je me dis, oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je reviens, et là, j'ai Guillaume qui me fait, bah non, je peux pas aller. Alors, elle me dit, vous pouvez pas rentrer, il faut aller à l'hôpital, il faut aller en onco, directement. Parce que ça avait pris des proportions pareilles, Du coup, énormes. il y a quelqu'un, à ce moment-là, un autre médecin qui vous explique ce qui se passe. En haut. Oui. En haut. Ouais. En haut, et là, on nous explique, c'est quelqu'un d'autre qui m'explique que, que votre fils a un cancer de l'intestin grêle. Alors, c'est certainement un virus qui s'est logé là-dedans. Effectivement, il a certainement déclaré la mononucléose, et on l'a pas vu. Parce que on l'a pas vu, et du coup, ça s'est logé. Enfin bref, je sais pas, c'est des termes, j'ai peur de dire des bêtises, mais toujours moi, le résultat, il est là. C'est qu'il avait une tumeur énorme au niveau de l'intestin grêle. Énorme. Et du coup, c'est quoi qu'est-ce qu'on vous dit pour la suite On nous dit, là, maintenant, vous montez là-haut. Donc là, c'est l'oncologie. Et l'oncologie aussi, autre monde. Et là, vous rentrez dans une pièce, il y a une grande porte qui s'ouvre et qui se referme derrière vous. Et une fois que vous êtes derrière vous, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans un monde où il y a des gens qui n'ont plus de cheveux, il y a des perfs, il y a des blouses, il y a des enfants avec, pas de cheveux, des enfants qui vomissent, des enfants qui sont bleus, bleu-gris, qui ont un teint gris, terne. Et là, je me souviens de Guillaume, en plus, on était dans une chambre, il y a un gamin qui vomit. Et Guillaume a phobie du vomi. Ah oui. Alors, il s'en va en courant. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je suis partie à la maison. Et puis, c'est Dominique qui est resté, c'était un week-end forcément. Et il me dit, écoute, j'ai un problème, Guillaume. Alors, on l'a mis dans une pièce à part et mon mari est resté la nuit. Moi, je les ai rejoints la journée. Et là, on a été dans ce truc. Et là, Guillaume, il a dit non. Il est parti en courant. Et il tapait contre la porte et il dit « Je veux partir, je m'en fous, je veux partir, je veux pas y aller, je veux sortir, je veux pas rester, c'est horrible. Moi, je veux pas... » il a mis du temps avant d'accepter. Même il voulait plus faire les traitements, il voulait pas faire les traitements, il était assez... il était... Et je comprends parce que... C'était beaucoup à la fois. C'était beaucoup, et il voulait pas, et de toute façon, il voulait pas y aller. Et c'était dans quel délai après la greffe? 1 an et quelques mois. En termes de délai, c'est quand même très très restreint. C'est très restreint. Il venait en fait de sortir. En fait, on recommençait à reprendre une vie plus ou moins normale. Entre guillemets. Et ça se rajoute. Ouais. En fait, c'est un retour en arrière. Parce que c'est retour à la case hôpital. Je pense que ça veut dire beaucoup aussi pour lui, après tout ce qu'il a traversé. Pour vous aussi en tant que parent, c'est retour à une case hôpital où on n'est plus à la maison, quoi. Non. Non. De nouveau, et puis de cette urgence-là, aller tout de suite, on n'est jamais préparé, quoi. Il n'y a pas de... Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Hein. C'est vrai qu'à la limite, attendre une espèce de paix Damoclès, là, comme ça. Nous, on n'a jamais eu de paix Damoclès. Hein. C'était tout de suite comme ça. Voilà, pof. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que vous êtes à nouveau dissocié de votre corps ou non, vous avez pas cette fois-ci. plus fait face pas cette fois-ci. à l'épreuve? Ouais, non, là, c'était... Ouais, non, là, on était plus présents. J'étais à la maison McDo, en plus. Voilà, non, c'était différent. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est la maison La maison McDo? McDo, c'est les 1 € qu'on vous demande au McDonald's. Oui. Et qui, franchement, est très bien. Parce qu'en fait, c'est comme on est très loin, la famille, ça peut être toute la famille, les frères, les sœurs,
on peut vivre à côté de l'enfant et on peut aller les voir et c'est hyper important. Et même quand l'enfant va bien, il peut parfois aller à la maison McDo. Et ça donne une petite vie familiale, ça maintient le lien avec la famille et c'est vraiment très très bien. Ouais, ça me semble important de le dire parce que comme ça on sait à quoi Vraiment, servent ces dons pour les maisons McDonald's. Et du coup, quel était votre état d'esprit quand vous apprenez qu'en fait Guillaume repart pour un traitement qui peut être long? Vous savez combien de temps Ah non, c'est il pas. est hospitalisé ou combien de temps il est À ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer parce qu'on nous a déjà dit que ça allait durer plus longtemps. Finalement, ça a moins duré. Après une chimio, bien entendu, il y a des effets secondaires qui ont fait qu'on est resté 2-3 ans. Mais alors là encore, je dis, je me plains pas. C'est juste parce que ça a détruit son système un peu immunitaire, plus les greffes, etc. Un système immunitaire spécial. Hein. Pas ce qui appartient à la greffe, c'est au niveau de la moelle épinière. Il fallait des IgG, enfin c'est des gamma-globulines. Je ne sais plus, hein, je ne suis pas médecin, hein, je ne sais pas les termes. Par contre, ça, je ne veux pas dire de bêtises. Au mieux demander à un médecin exactement ce que c'est. Mais pour qu'il soit... Et ça a duré longtemps avant qu'il reprenne ça. Donc on y allait régulièrement. Il y avait des contrôles, oui, beaucoup de contrôles de suivi. Pendant 2-3 ans, voilà. Et encore après, il a été suivi, et encore suivi en oncologie. Et son hospitalisation suite à la découverte du pouls à l'échographie à Strasbourg, qui a fait l'enchaînement. Un mois parce d'hospitalisation. qu'après, c'était à la maison. Okay. On y allait en hospitalisation de jour. Il avait sa chimio. On revenait, on repartait, on revenait à la maison, sauf qu'on savait systématiquement que quand il y a chimio, eh bien après, il a une baisse de plaquettes et il faisait son twilight. C'est-à-dire qu'il devenait complètement mou et on nous a toujours dit, quand il est comme ça, vous revenez très vite, il faut lui faire une perf, mettre du sang, une transfusion. C'est pour ça que je dis twilight, parce que en 5-10 minutes, pouf, il reprenait de la couleur et pouf, il était de nouveau... Mais il lui fallait sa poche de sang. Son twilight. Mais à chaque fois, on retournait. Ça a été comme ça pendant 1 an. Et à ce moment-là, avec toute cette charge mentale, est-ce que du coup, soit le personnel hospitalier ou vous-même ou peut-être des amis vous ont conseillé d'aller voir, je sais pas moi, d'avoir une aide psychologique ou à ce moment-là, vous êtes voué à vous-même avec votre mari et vos 2 filles? Pour la greffe, on a demandé de l'aide parce que pour moi, j'étais vraiment pas très bien. C'était comme un traumatisme, hein, je veux dire, et encore maintenant, hein, je veux dire, moi je suis en mode... je suis toujours en mode stress. Bah oui. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas réglé encore, mais j'apprends. Hein, mais du coup, on a demandé à voir quelqu'un quand même, quelqu'un qui s'occupait des traumatismes, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, quand on est rentré à la maison, on n'a pas eu de cure pour Guillaume. C'est un médecin, une diététicienne qu'on a eue, juste une diététicienne, qui nous a dit des trucs beaucoup plus stricts en plus. À l'époque, c'était beaucoup plus strict. Il m'a dit, attention, hein, vous faites ceci, vous faites cela, et surtout ça. Et quand je suis rentrée à la maison avec Guillaume, avec sa greffe, je me suis sentie investie de quelque chose de... Maintenant, si tu foires, c'est de ta faute. Si tu fais mal un truc et qu'il perd sa greffe, moi, c'était cette impression. En termes d'hygiène, de propreté, de régime alimentaire qu'il faut respecter. Je paniquais pour tout. J'étais là. Ah mince, j'ai fait à manger, mais j'ai peut-être postillonné sans faire exprès. Je mettais le masque, je jetais tout. Je faisais un truc, j'étais tellement stressée de faire une faute, parce qu'on m'avait dit, parce qu'il n'y a pas de préparation, il n'y avait pas de psychologue, il n'y a pas... Et vous auriez aimé en avoir Ah ouais, j'aurais tellement voulu que quelqu'un me dise... voilà, il faut faire comme ça, vous inquiétez pas. De manière peut-être plus douce. Voilà, plus douce. Si vous avez une postillon, du moment où vous le chauffez, c'est pas grave. Enfin, plein de choses comme ça. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait des aubergines et il y avait eu des points noirs. Je me suis dit, je peux pas le mettre, alors que c'est rien, c'est une oxydation. Et après, on devient plus objectif aussi. Hein. Quand on est hyper angoissé,
on devient plus du tout objectif, hein. On part dans un monde, enfin dans un truc, ouh là là. On devient parano, quoi. Ah, parano, je paniquais, les filles, fallait qu'elles fassent attention, je voulais, enfin, ils se lavaient les mains parce qu'on nous avait dit surtout pas de rhume. Mais on nous avait tellement, on m'a tellement expliqué les conditions en rentrant en 1 heure, en disant bien, faites attention, pas ci, pas ça, Il y pas avait ça, toute pas une ça, liste, quoi. que quand je suis rentrée, je me suis dit, alors que j'étais tellement contente de rentrer, mais à la fin, ça m'a carrément stressée. Bah oui. Déjà, il y a bu les scopes. Je me suis dit, mince, s'il arrête de respirer, si machin, je sais pas. J'allais le voir tout le temps pour voir, parce qu'il y avait plus ces scopes, il y avait plus rien. Bah, je sais pas. Oui. Et faire à manger. J'avais peur des microbes parce qu'on En m'avait fait, dit de nettoyer. sortir du milieu hospitalier, ça voulait aussi dire, bah, en fait, toutes les données qu'on a qui nous rassuraient un peu Oui. autour de nous, c'était sortir de ça Voilà. et se retrouver avec quelque chose de «Ah, et mince, Ouais. si y a ça qui fonctionne pas, on peut pas le voir ou si Non, comment je me fais?» suis sentie responsable, enfin, investie de quelque chose. Et je voulais en plus que Guillaume ait une vie plus ou moins correcte, quoi. Pas Ouais, bah oui. qu'il souffre de trop, parce qu'il était tellement content de rentrer. En sachant que Guillaume, lui, il a... alors je parle en son nom, hein, il y a des choses, je pense qu'il parlera mieux. Mais il n'a pas réalisé. Et pour lui, c'était tellement... Il s'est endormi et il s'est réveillé avec ça, avec des gens, avec des masques et des trucs, et sans savoir ce qui s'est passé. Bah oui, il lui manquait tout un bout de son Il sait histoire, pas quoi. ce qui s'est passé, lui. Bien Et sûr. après, c'était les médecins. Enfin, Guillaume, et même pour son lymphome, il contrôlait plus son corps. Il était plus responsable de son corps. C'était des médecins. Déshabillez-vous, habillez-vous. On lui demandait pas on lui demandait pas son consentement, bien sûr. De toute façon, c'était pour le sauver. Mais c'est laissé. Il avait plus contrôle de rien. Enfin, il était tributaire de médecins, de trucs, de perfs. On lui demandait pas si ça faisait mal, ça faisait quoi. Il n'avait pas le choix. Avec ces angoisses, du coup, au quotidien qui venaient parce qu'il fallait que tout soit irréprochable au niveau de l'hygiène et de la propreté. Sans compter que je dormais pas parce que j'avais peur qu'il respire pas. Voilà. Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, ça va pas là, je tourne, je vais pas bien. Dominique, je vais pas bien, je m'angoisse de tout, je dormais pas, j'avais l'impression des crises d'angoisse, mais des crises d'angoisse, la gorge qui se serre, du mal à respirer, j'avais peur de tout, j'étais là tout le temps en train de penser, putain, j'ai fait ci, non, oh non, ça se trouve, j'ai pas fait ça. Si, je l'ai fait. J'arrivais plus à savoir ce que je faisais pas. J'étais angoissée et j'ai dit, Dominique, ça va pas, il faut que j'aille voir quelqu'un. Et là, je suis partie aux urgences psychiatriques. Oui. Oui. Non, mais je le dis, Bah, c'est bien. je le dis parce que je sentais que je sentais que j'empoisonnais tout le monde aussi. J'empoisonnais mon mari, j'empoisonnais mes enfants, j'empoisonnais Guillaume. Finalement, j'étais plus du tout... Parce que c'est le stress qui parle à ce voilà. moment-là, les Et je angoisses. me suis dit, il n'a pas besoin de ça, ou plus. Enfin, Guillaume, je l'angoissais plus qu'autre chose. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça faut que t'arrêtes, quoi. Là, et là, il voulait m'interner. 3 jours de repos, enfin, pas de materner, Non, mais faire une cure de repos. mais en fait, pour vous forcer à vous mettre au Voilà. repos, c'est ça. Et j'ai pas voulu. Je dis, mais qui va s'occuper de Guillaume? Non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai pu aller voir de temps en temps, mais ça m'a permis juste de pouvoir parler de ça. Ça n'a pas calmé complètement, mais au moins, Enfin, vous avez... ça l'a modéré, Oui. en fait, voilà. Et puis vous avez peut-être pu mettre des mots sur vos mots aussi. Oui, voilà, de dire que c'était normal, que voilà, ceci, cela. Ceci dit, cette angoisse a quelque peu, je me suis rendu compte il y a quelque temps, a quelque peu, en fait, en voulant bien faire, enfin pas en voulant bien faire, mais en essayant de préserver Guillaume, j'ai un peu pris sa maladie, sans le laisser la vivre et je l'ai un peu trop prise pour moi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, et Bah, vous je l'ai vouliez- empêché de vivre, Ouais, enfin, quelque part. je pense plutôt que... Vous vouliez le protéger, Ouais, le protéger est plutôt pour Enlever sa douleur. sa charge Oui, à lui pour que ce soit plus léger, du coup. oui, mais en engendrant un autre truc, j'ai un peu trop anticipé les choses. Enfin, sans le laisser vraiment vivre sa Sa vie. Sa Ouais. vie. Et est-ce que, du coup, ils vous ont proposé un suivi quand même un petit peu régulier au niveau de votre santé mentale ou pas du tout?
J'y étais, mais c'est vrai que quelque part, j'étais encore en mode: «Il faut que je m'occupe de Guillaume», quoi. Et du coup, c'est difficile de lâcher Et de prise, prendre soin de faire soi. de prendre Ouais, soin c'est de bon. soi et Vous étiez peut-être pas prête à ce non, moment-là, hein. non. Moi, par contre, j'ai pris des Bah antidépresseurs. oui. Voilà, Je pense que j'étais contre, pour mais se on m'a dit: sauver, parfois, c'est Il bien. faut, c'est une espèce de béquille». Et là, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Là, j'ai dit: «C'est pas possible, il faut que j'ai de l'aide, chimique parce que c'était impossible, de gérer ça. C'était impossible. Après, j'avais arrêté, mais j'ai repris Oui, oui, après le cancer. je pense que chaque choc ravive un petit peu les Ah là, cicatrices qui c'était sont là, oui, hein, donc j'arrivais pas, en fait, j'arrivais plus à ouais. dormir, j'arrivais plus à penser, c'était trop l'angoisse. Enfin, et c'était moi, hein, pas mon fils, hein, enfin, je veux dire, Bien c'est moi sûr. qui me suis, mais j'ai regretté qu'il y ait pas, justement une approche, à la maison pour savoir, enfin, même après, faire une Qu'on cure, vous même, propose. avec parents, enfants, Oui, de parents-enfants, oui. d'accompagner les parents parce que ça, c'est vrai qu'en tant que quand il y a des enfants, il y a pas de cure et pourtant c'est tellement important. Bah oui. C'est de pouvoir parler, continuer à parler de qu'est-ce qu'on peut faire, comment parce qu'effectivement la diététicienne et les médecins, eux, ben, vous sortez, ils ont 1 heure, il y a d'autres gens à s'occuper, hein. Je veux dire, ils vont pas mettre du Oui et temps puis ils ont et un protocole, voilà et puis et le ils après, balancent eux, ils le savent pas, protocole et hein. Ils voilà, s'occupent de l'enfant, du soin, c'est ça. du patient et le reste, forcément, Il y a cet aspect qui est un peu occulté. mais Ouais. ça j'aurais bien mais j'ai quand même eu la chance d'avoir rencontré, une, une dame et cette dame, je m'en veux parce que je l'ai un peu laissée parce que par la suite parce que c'est vrai qu'elle commençait à avoir des petits problèmes et moi je voyais ce que Guillaume pouvait vivre après. Et quelque part, je l'ai un peu abandonnée, je l'ai été ingrate parce que j'ai pu donner de signes de vie, C'était consciemment. qui cette dame? C'était une femme qui a été greffée à l'âge de 30 ans D'accord. et qui s'occupait, qui faisait l'association cardiogreffe et qui était venue me voir, quand, j'étais à l'hôpital et qui m'a quand même aidée même justement après un petit peu, qui est venue. Pour, relativiser, enfin pour m'expliquer comment elle vivait les choses. Bien sûr, elle était adulte, mais quand même, quelque part, elle me disait tous ces trucs, tous ces Avoir un machins. recul. Elle m'a aidée, mais c'est vrai que par la suite, quand Guillaume a eu son cancer et cetera, elle venait avec d'autres problèmes et là, je commençais à plus gérer. Je me dis: «Je veux pas le voir ça». Je le sais que ça peut faire partie de sa vie, mais je veux pas le voir et égoïstement et je le dis que j'ai été égoïste et je m'en veux parce qu'après elle a eu des problèmes et j'ai pas été là. Bon, maintenant ça va bien pour elle, mais elle m'en veut encore et ça, je le sais. Je le sais qu'elle m'en veut parce que j'essaie de la contacter, elle a pas voulu, elle a pas répondu et je pense que et je comprends totalement qu'elle m'en veuille. Mais cette femme m'a quand même aidée. Ouais. Puis, justement aussi peut-être juste, dire que quand on est plongé dans tellement de problèmes pour soi et pour sa famille qu'on n'a À un pas le moment temps donné, ni la il faut voilà, c'est ça. que chaque Oui. bataille, il faut arrêter parce qu'il y a tellement de choses à gérer là que je vais pas gérer ce qui va arriver, ça sert à rien. Je sais pas si ça va se passer ou j'ai pas cette énergie et il faut concentrer l'énergie sur, quelque chose qui est là, qui est Oui. présent, pas quelque chose qui va Et devenir. justement, qu'est-ce qui, au cours de tous ces longs mois, que ce soit pour la greffe ou ensuite pour les traitements, liés, au cancer de Guillaume, qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer chaque jour? Qu'est-ce qui vous a, je sais pas, par quelle force on réussit? Déjà mon fils, parce que malgré qu'il acceptait pas du tout, mais il a quand même, il a accepté cette douleur parce que c'était une douleur, hein. Il a souffert pendant 2 ans. 2 ans parce que lui ça a continué quoi, avec son cancer, hein, il a fait une péritonie, première greffe, du coup il a été opéré, de nouveau recommencer, de nouveau une opération, enfin, il a subi tellement de choses que j'étais en admiration devant lui quoi parce que, enfin je sais pas, moi j'aurais pas supporté tout ça. Enfin je Ouais, mais comment est-ce que vous avez puisé votre force pour être là à mes côté de filles lui? mes filles aussi beaucoup. Ah elles ont été elles se rendent pas compte, elles le savent pas, hein. Parce qu'on a: «Allez maman, on va faire les magasins. Allez maman, on va» et ça m'a permis de sortir de là. Mes parents aussi, hein, je dis pas, il y a la famille aussi, hein, mais c'est vrai que je dis pas, j'ai une famille extraordinaire qui nous ont aidés, qui nous ont appelés, demandé des nouvelles et cetera.
qui étaient là. Oui, ça aussi, j'étais bien Ouais, entourée. je pense que ça, c'est... Mais les premières, ça a été ouais, mes filles, mon fils, mes filles, mes parents, mes belles-sœurs, mes sœurs. J'ai une sœur qui était au Canada et une au Japon, et c'était très difficile pour elle. Celle du Canada, elle avait un bébé, donc elle n'était pas encore partie, mais elle, c'était très douloureux parce que voilà, elle était venue avec son bébé et tout. Et ça a été... Enfin voilà quoi, c'était... Non, j'étais bien entourée par la famille, c'est ça qui m'a aidée quelque part. Ouais, je pense que qui m'a c'est une aidée. force, effectivement. Que ça, parce que moi-même, en fait, je suis une Mais trouillarde. non, pas du tout. Je peux pas te laisser dire ça après tout ce que tu as vécu. Non. Ah si, moi j'ai un petit pet de travers, ça y est, je souffre. Non, pas du tout. J'ai eu un trou à la tête, quand Guillaume on a transféré, j'ai fait un trou à la tête, hein, parce que j'étais tellement stressée que j'ai fait un geste et paf! Moi j'étais en pédiatrie et ils étaient en train de faire les transmissions et je dis: «Écoutez, je crois que j'ai mal à la tête». «Ah, vous êtes fait mal, vous voulez du froid?» «Non, je crois que je saigne». Donc ils regardent: «Ah, vous êtes fait une belle entaille et tout, il faut quand même faire des agrafes». Hein? Et j'étais tellement stressée. Ils m'ont donné le masque. Oui, avec le gaz hilarant. et je crois que c'était la seule fois où j'étais décontractée. Après la greffe. Ouais, c'est ça. Mais après, ils l'ont caché parce que ils ont eu peur que je l'utilise tout le temps. Et puis chacun a son rapport à la douleur. C'est différent. Oui. On peut pas comparer. J'avais une question aussi concernant votre couple. Parce que quand on a quelque chose qui vient comme ça faire voler en éclats en fait la famille qu'on avait, et comment ça s'est passé avec votre mari pour je sais pas, pour faire face à ça ensemble? Est-ce que ça vous a plutôt rapprochés, soudés? Est-ce que vous avez senti que pendant cette période-là, vous aviez mis de la distance ou... Bah, à ce moment-là, quand on est dans ce cas-là, en fait, on n'est plus du tout un homme et une femme. On n'est pas quelqu'un, on n'est pas une personne. On est là pour. C'est tout. Et c'est vrai que je n'ai pas fait attention à si mon mari va bien, parce que bon, je pense... Ouais, j'étais pour. Et Guillaume, Dominique aussi. Enfin, mon mari, Dominique, n'est-ce pas? Et chaque personne réagit différemment. Moi, j'étais plutôt dans l'action à ce moment-là. J'étais dans le... Il fallait faire quelque chose. Et mon mari, lui, il était plus dans le... Waouh, accuser le... Et c'est quand c'est comme ça, quand on est accompagnant, on est dans l'action, hop, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Mais quand on revient un petit peu, qu'on voit, pas que tout va bien, parce qu'il faut quand même un certain temps, mais qu'on voit que les choses prennent bien leur place, qu'on commence à... C'est là qu'on commence à lâcher. Et c'est là que tout lâche. Et c'est là que l'autre prend le relais. C'est ça. En fait, vous aviez... Parce que l'autre on a versé l'un pour l'autre. Donc voilà. quand votre mari a eu du mal peut-être à encaisser le début de tout, vous avez un petit peu plus porté à ce moment-là. Et quand c'est vous qui faisiez retomber la pression, votre mari a pris le relais pour... Mais je cache pas que après, parce que ça a duré après avec le cancer, et je cache pas que notre couple a quand même beaucoup souffert parce que on a eu très peur, hein, je dis pas, parce que chacun avait l'impression, tiens, tu parles pas, moi je parle pas, on veut tellement que l'autre fasse ce que nous on aimerait, et en fait non, je crois que c'est important de savoir que on est un couple, on s'aime, c'est vrai qu'on peut être des fois en symbiose, mais face à la douleur, il faut accepter que l'autre ne soit pas comme nous. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin qu'il me parle, qu'il me ceci, mais lui, il était tellement... C'était pas... Voilà, c'était sa façon d'agir. Il l'était pas. Et du coup, on veut tellement que l'autre réagisse comme nous, et on a cette espèce d'incompréhension, on pense qu'il s'en fout, mais en fait, il s'en fout pas. C'est sa façon à lui de réagir, il sait pas quoi faire. Exact. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, et c'est important. Et j'ai un médecin extraordinaire qui m'a dit, quand j'ai dit « ouais, ça va pas » et tout, il m'a dit « écoutez, je vais vous envoyer chez quelqu'un qui... problème de couple ». Et c'est cette personne... Après, on a commencé à discuter, c'est bien d'être aidé. Je pense pas sur une personne extérieure. Voilà, et du coup, ça nous a... Bon, après, quelque part, c'est parce remettre la communication, je pense aussi. Voilà, je pense que, alors, soit la maladie, et ça, je l'ai vu, soit elle consolide, en sachant que c'est un tumulte, hein, oui, c'est bien sûr. un tsunami. C'est pas linéaire non plus. C'est un tsunami, hein, je dis pas. Hein. Mais justement, s'il y a des failles, les failles s'agrandissent. Ou pas.
ou justement, Ou elles permettent de... je sais pas, mais je veux dire, je veux pas juger parce que chaque couple réagit différemment, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de couples, surtout en onco, se séparer. Oui, bah oui. Bah parce que face à la difficulté de la maladie, la Et voilà, les gravité... choses, voilà, et c'est pas une critique, Non. c'est pas, je veux dire, je dis pas que je suis mieux, pas bien, Non. nous on a eu cette chance, c'est incroyable, quoi, voilà, et c'est tout. Ouais. On a eu cette chance incroyable. On a pu trouver, toujours pareil, toujours cette chance, enfin malgré tout le monde nous dit, mais avec tout ce qui vous est arrivé, parce que par la suite il y a d'autres choses, comment vous faites? Ouais. Mais non, vous n'avez pas de chance. Mais si, on a de la chance. J'ai toujours eu énormément de chance. Parce qu'il y a toujours eu quelque chose qui fait que, je ne sais pas si j'ai un ange gardien, je dois avoir un ange gardien. J'espère qu'il reste auprès de nous, toujours. Parce que toujours, face à ça, il y a toujours eu cette personne qui était là au bon moment. Voilà. Toujours une personne qui était là au bon moment et qui nous a aidés, et des situations et des... Et là où on pourrait voir du malheur ou de la malchance, Et moi, mes vous enfants, avez décidé de voir de la chance. On est encore là, on est encore vivant. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. Ouais. Et ça, non, j'ai eu de la chance. Donc, totalement. Et du coup, Guillaume arrive quand même à se rétablir de son cancer. Ah oui, incroyable. Voilà, après, tout reprend. Hein. C'est vrai qu'au niveau socialement, je pense que lui vous racontera peut-être plus. Mais c'est vrai que, après, c'est vrai qu'au niveau social, c'est vrai qu'il a été... parce qu'à l'époque, il fallait vraiment... l'hygiène était vraiment beaucoup plus importante. Très stricte. Il fallait pas que les enfants, dès qu'il y avait un rhume ou quoi, il fallait toujours un masque. Donc les copains, quand ils venaient, il fallait mettre un masque, il fallait mettre... Du coup, on resitue parce qu'aujourd'hui, ça paraît anodin, vu le passage du Covid, mais c'était bien avant le Covid. Oui, c'était bien avant le Covid. Mettre des masques et prendre du gel hydroalcoolique, c'était pas un réflexe. Pour un enfant, en plus, après, il commence à rentrer dans l'adolescence. Alors Exactement. Quand vous dites il faut mettre un masque, oh non, mais ça va pas, non. Oui. Voilà, quoi. Non, mais je limite. Hein, mais oui, mais c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, les copains venaient moins. Du coup, heureusement qu'il était geek parce que ça lui a permis, et c'est pour ça que quelque part j'ai lâché prise là-dessus, parce que il a pu quand même rentrer en relation en réseau avec d'autres jeunes, et il a pu communiquer. Ouais, son échappatoire. Voilà, ça crée du lien, parce qu'il était à la maison. Voilà. Mais ça crée du lien social. Et voilà. Et en ça, ça l'a aidé quelque part. Hein. Même ses sœurs, il fallait qu'elles fassent attention en rentrant. Il fallait bien qu'elles se lavent les mains. Dès qu'elles avaient le rhume, heureusement, on avait une grande maison à l'époque, on pouvait isoler, mais c'était complètement... même nous, on ne recevait plus personne. Hein. Pendant 2 ans, on n'a reçu personne. On n'avait plus du tout de vie sociale, en dehors de... Non, ça isole parce du coup aussi. On peut pas être invité comme on veut, on peut pas... en plus, restrictions alimentaires, qui fait qu'on s'est un peu isolé. Du coup, Guillaume est on appelle ça rémission, c'est ça? En cancer, oui, le cancer ça, hein, en rémission. En rémission, c'est ça. En rémission. Une fois que le cancer est guéri, que les analyses sont bonnes, on commence à avoir une vie, puis on commence à aller à l'école. Et on commence à apprendre à... Là aussi, hein, c'est toujours un... Je dis toujours qu'il y a eu 2 naissances. Il y a eu la vraie naissance, et la deuxième naissance, c'est Guillaume. Et du coup, on apprend à vivre avec ça. Et du coup, à chaque fois, c'est des étapes. On rentre à la maison, on appréhende un peu son intérieur. Après, il peut aller à l'extérieur. On appréhende l'extérieur. Et après, il va à l'école. On appréhende l'école. Parce qu'à l'école, il y a aussi des maladies. Il faut que tu fasses attention. Après, petite copine. T'es sûre que tu vas l'embrasser? T'es sûre? Voilà. Alors... C'est vrai, on n'en parle pas, mais c'est vrai. Et oui. Et l'alcool. La cigarette, ça heureusement. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là où on apprend à vivre... se confronter au réel. Voilà. Je pense qu'il y a des sacrées étapes. Et surtout à l'adolescence aussi, parce qu'à l'adolescence, on ne veut pas prendre les médicaments. Et du coup, on se bat. Prends tes médicaments, fais attention. Tu peux pas manger ce que tu veux, mais il veut manger comme tout le monde. Et encore, c'est pas un diabétique, hein, attention, hein, ça reste quand même... plus souple, mais il faut quand même faire attention à certaines choses qu'un jeune... on boit la bouteille, on fait pas attention à toutes ces choses-là. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait que il faut apprendre à vivre avec. Et entre-temps, du coup, vous avez aussi repris votre vie sociale ou... Oui, moi j'ai commencé à retravailler en sachant que c'est vrai que j'étais amenée
quand même des fois à essayer de jongler parce qu'il fallait quand même encore l'emmener en oncologie souvent. Donc voilà, il fallait jongler avec ça. L'emploi du temps Avec l'emploi médical du temps de médical. Guillaume et Voilà. puis, Mais en sachant. et puis ton travail Voilà. avec tes horaires. Voilà. Oui, pas facile. Et du coup, c'est quelques années plus tard que tu apprends que ta première fille, Camille. Alors oui, c'était... Donc Guillaume avait une dysplasie arythmogène du ventricule droit. On nous avait dit peut-être génétique, mais c'est pas sûr. On n'avait pas fait de test parce que bon, voilà, que ça pouvait se passer que en bas âge. C'est-à-dire que les filles, elles devaient se faire contrôler à l'âge de 19 ans et de 25 ans. Au-delà de 25 ans, c'est pas possible. On peut plus avoir ça. Le problème que Guillaume avait sur son cœur... D'après eux, à 25 ans, c'est plus possible. C'est plus possible de faire, ok. Les filles font leur contrôle. Leur contrôle, encore une, elle fait pas 25 ans, mais voilà. Mais Camille a fait 25 ans. Quelques années plus tard, voilà, ta première fille, Camille, elle se sentait pas bien. Pas bien. Et c'était quoi les symptômes qu'elle te décrivait? Elle vomissait. Alors, on pensait que c'était une gastro. Mal au ventre. Le fameux mal au ventre. Et bien sûr, et chaque fois, c'est vrai qu'on pense jamais mal au ventre, c'est pas le problème de cœur. On pense que si on a un problème de cœur, c'est on a mal au cœur. Mais à l'époque, j'ai conscience que c'était pas ça. Mais donc les symptômes de Camille, mais Camille, c'est de nouveau pareil, mal au ventre, elle a vomi plusieurs fois. Et puis, voilà. Et elle se sentait fatiguée. Mais vu le contexte, voilà, elle se sentait fatiguée. Voilà. Bon, bref, elle avait repris son travail. Bref. C'est peut-être ça. Ouais, voilà. Travail, fatigue. Voilà. On s'est dit, voilà. Tu te dis, voilà, c'est normal. C'est rien d'être fatiguée. C'est rien. Et on devait l'aider pour faire du jardinage. Et là, ma Camille, elle fait, maman, je vais vraiment pas bien. Et elle était toute gonflée. Enfin, j'avais pas vu ça avant. Au niveau du visage? Du visage, toute gonflée. Et elle me dit, maman, je vais pas bien. Là, je n'arrive à rien avaler. Écoute, je monte les escaliers. Je suis fatiguée. Et là, moi, je pense tout de suite au cardiaque. Mais toi, tu y penses à ce moment-là quand elle te dit tout ça? J'y pense, mais je me dis, c'est pas ça parce qu'on nous avait dit que... À 25 ans, tout va bien. Non. Et donc, oui, pas possible. C'est pas possible. Mais j'y pense. Je me dis, c'est pas possible. Et Camille a dit, oui, tu peux m'emmener aux urgences. On va aux urgences. Enfin, c'est toi qui l'as conduit alors? Oui. C'est toi qui l'as conduit? Oui. Je l'ai emmené et on pensait plutôt... on pensait plutôt à un problème de glande thyroïde. Parce que dans la famille, on a tous un problème. Ok. Il y a beaucoup de problèmes de glande thyroïde. Du coup, on pensait plutôt ça, un problème de glande lié thyroïde. À la fatigue aussi. Oui, voilà. Voilà. Vraiment. Vraiment. On a évoqué quand même le problème cardiaque. J'ai dit, mais non. Bon, on a dit que c'était plus adulte. 25 ans passés, c'est pas possible. Et là, aux urgences, alors ça, je comprends pas. Parce que moi-même, personnellement, si je vais aux urgences, je veux pas être seule. Mais on peut être qu'à 1. Depuis, en sachant... je pense depuis Covid, je pense surtout. Mais là, maintenant, voilà, je trouve ça... c'est horrible parce que donc Camille, tu as dû l'emmener et la laisser. En fait. Et Camille était de l'autre côté. Et alors, vous êtes sur un brancard tout seul et tout. Et là, bon, après, ça, c'est Camille qui vous racontera. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme test pour constater que c'est un problème cardiaque. Donc, tu apprends. Et là, Camille m'appelle parce que, bon, bien sûr, moi, j'attendais de l'autre côté. Puis elle disait, maman... Et là, elle l'a pris, elle a dit, maman, j'ai un problème cardiaque. Quoi? Hein? Et sur le moment, oui, il faut que j'aille. Alors, à Réna, d'abord, ils l'ont emmenée à Réna. Je ne sais pas pourquoi. Qui est une clinique à Strasbourg. Et là, Réna, quand ils ont vu le cas de Camille, ils ont dit, non, nous, on ne peut pas la garder. Elle est trop dangereuse. C'est pas possible, elle est trop avancée. C'est de nouveau quelque chose de problème cardiaque très grave tout de suite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'entre-deux. Et du coup, à ce moment-là, on se refait le film. Alors là, on se refait le film et je me dis, mais c'est pas possible. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, c'est une autre donnée. Parce que Camille est adulte. Elle a un conjoint. Mais moi, je suis encore en mode maman, du coup. Bah oui. Mais la place est différente. Voilà, mais ma place est différente et j'ai conscience, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai conscience quand même qu'il faut que je fasse attention parce que je ne suis pas toute seule et que ma fille est adulte. Mais quelque part, pour moi, c'est encore mon enfant et pour moi, c'est la même impression.
la même impression qui m'arrive. Et alors, Camille était moins... Alors, je ne dis pas que c'est parce que ça, j'ai moins pris... Mais elle était moins dans cette urgence que Guillaume. Guillaume, il partait. Camille, il y avait encore un espoir à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce que tu sais quel est le problème cardiaque ou vous savez juste que c'est un problème de cœur? Non, mais... un problème de cœur. Le cœur commençait, elle avait certainement un problème de cœur. Mais pas de diagnostic non. De qu'est-ce que ça peut être? Non, on ne sait pas à ce moment-là, mais en tout cas, on sait qu'il y a une urgence, qu'il faut agir vite. Et elle est transférée de Réna à quel hôpital? À l'hôpital civil, au même endroit. Et là, on se retrouve, et c'est là où je me suis un peu écroulée. Écroulée parce que là, je me suis dit, c'est pas possible. On retourne, c'est juste la chambre à côté, les mêmes personnes, les mêmes médecins, les mêmes infirmières, la même pièce, les mêmes... je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là... ça ravive les souvenirs. Ah là, je me dis, ma fille, ça y est, ça... Alors là, ça y est, non, c'est pas possible, mon bébé, c'est incroyable. Comment ça peut arriver? Comment, encore une fois? Je vais quand même pas perdre... c'est bon, on avait Guillaume, c'était bon, et maintenant Guillaume, Camille, je vais la perdre. Je voyais ce bébé avec des cheveux longs et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ma fille en petite fille. Et c'était horrible. C'était Camille, même si elle était adulte. Tu voyais ton bébé, voyais mon bébé. Vraiment, je la voyais comme mon bébé. Et je me suis dit, non, pas elle non plus. Enfin bref, voilà quoi. Enfin bref. Et à partir de quel moment vous connaissez en fait quelle est la possibilité pour Camille pour qu'elle se rétablisse? Alors au début, ils ont pensé à des médicaments qui pourraient le stabiliser. Alors je n'ai pas bien trop compris parce que c'est vrai que moi, quand c'est dans ces cas-là, je suis plus en mode compréhensif. En tout cas, un traitement. Je suis pas du style à chercher dans l'internet aussi. Moi, je cherche pas, je veux pas comprendre. Et donc voilà. un traitement aurait pu être médicamenteux. On essaye le traitement médicamenteux. On commence à y croire. Les médecins y croient. Mais lui est venu, déjà a été surpris de voir que Camille avait un problème cardiaque. Enfin, tout le monde était sur les fesses. Un petit peu, oui, voilà, c'est ça. Dire, mais attendez, les Darcel, on avait un Darcel déjà, qu'est-ce que c'est? Et là, on voit arriver la sœur, bref, on se dit, waouh. Même nous, je veux dire, waouh. Alors que ses contrôles étaient bons. Mais tout était bon. À 25 ans, elle avait fait une écho cardiaque comme prévu, tout allait bien. Après, c'est vrai qu'on fait plus des échos après. S'il n'y a pas de problème, on fait pas d'écho. Non, et puis même si s'il n'y avait pas d'autres symptômes et que les médecins ne jugeaient pas utile de continuer par la suite, il n'y a pas de raison. Elle avait un souffle au cœur comme moi, comme ma mère. Et donc, à partir de quel moment vous apprenez que le traitement médicamenteux n'est pas aussi efficace? Alors, il y a des moments où on nous dit « Ah, ça marche !» Et le lendemain, ça marche pas. Et un mardi, je me souviens que c'était un mardi, j'ai vu ma fille. Et là, j'ai vu ma fille avec un teint bizarre et très lente. Et je me suis retrouvée avec Guillaume. Et là, je me suis dit, ça va pas du tout. Et c'était délicat parce que Camille, elle croyait encore, et son conjoint aussi, parce qu'il faut pas oublier son conjoint, c'est important. Donc, tous les deux pensaient que le traitement irait. C'est vrai que dans ces cas-là, on entend ce qu'on veut. La carte, c'était où le médicament fonctionne. Oui. Et le cœur reprend. Mais bon. Mais c'est toujours délicat. Après, est-ce que dans la longue... en tout cas, la piste de la greffe était évoquée quasi immédiatement par le médecin. Ouais, Et donc, quand on te dit... Et quand Camille a commencé... Elle-même a commencé à décompenser. Non, elle, c'était pas pareil, mais elle commençait, le corps commençait à émettre des petits signaux. Des signaux qu'il fallait maintenant faire la greffe. Et là, ça va. Après, on s'est dit, super, et maintenant, il n'y a plus ce problème de consentement, de don d'organes. Camille est au moins. Oh là là. On avait oublié ce détail. Un groupe sanguin très rare, effectivement. On avait oublié ce détail. Et là, tout le monde avait oublié ce détail. Et du coup, ça devenait un petit problème. Mais donc, finalement... pour dire quand même à nos auditeurs, c'est que... c'est un des groupes les plus rares qui existent. Et en lien avec la greffe,
Il faut que ça soit compatible. Voilà. Exactement. On peut pas les mettre au plus Déjà, il faut ou à trouver plus ou un à il y en a cœur plein. compatible, mais avec un groupe sanguin. En fait, les O peuvent recevoir que des O et les O, par contre, eux, peuvent donner aux autres. C'est une petite aparté, mais c'est important de le dire. Effectivement, qu'entre Guillaume et Camille, les lois concernant les greffes ont changé en France et qu'aujourd'hui, automatiquement, on est donneur d'organes, yeah. sauf si on donne de directives contraires Oui, voilà. à ça. Mais donc, du coup, le groupe sanguin rare, Voilà, c'était du coup, on pensait que ça allait aller plus rapide, mais finalement, ça a quand même été assez rapide. Et là, Camille nous a dit, maman, je me souviendrai tout le temps, elle m'a dit, maman, alors, toujours été, on sait, on est réjouis, mais on sait qu'il faut attendre jusqu'au dernier moment, et on attend. est-ce que c'est possible? Est-ce que le greffon voilà. est bon Et jusqu'au dernier voilà. moment? Est-ce que Voilà. elle, c'est constante, son corps Non, est OK pour c'était recevoir? OK. C'était OK. Elle était consciente. Et aussi, c'est tellement important. Elle était consciente tout le long. Oui, je sais ce que j'allais dire. Je pense que ça C'est- doit être carrément voilà, autre chose voilà. de pouvoir parler à son C'est- enfant Voilà. qui est conscient par rapport à son... Du coup, la première expérience où le fils, lui, il était dans Non, le voilà. coma. Voilà. Et voilà. Et elle était consciente. On savait qu'on avait encore le temps. On savait que. Alors, je dis pas que je me suis moins inquiétée que Guillaume. Ça a été pareil, mais c'est vrai que les données étaient différentes. Et Camille était adulte et plus consciente. Et c'est vrai que, bon, moi, du coup, voilà, c'est... Et le après aussi, je me suis sentie moins responsable d'elle. Est-ce que le fait d'avoir été passé par la Et greffe aussi, avec Guillaume, est-ce que ça... et on s'en est rendu Tu compte. savais dans Ouais. quoi tu T'allais mettre les t'engages? pieds. Oui, voilà, non, mais c'est vrai. Oui, mais parce non, mais que... c'est vrai, parce que son conjoint, qui lui, et sa famille, parce qu'il y a aussi la famille du conjoint qui aime beaucoup Exactement. Camille, Mais oui, voilà, et qui, voilà, aussi ont été impactés. Nous, une fois que l'histoire, à la limite, nous, la greffe, quand on nous a dit qu'il faut la greffer, alors, je ne dis pas qu'on n'était pas inquiets, c'est pas vrai, mais voilà, on s'est dit, ah, c'est bon, comme si c'était normal, enfin, c'est triste à dire. mais non, mais c'est vous vrai. aviez déjà eu l'expérience. Voilà, alors que eux, et on s'est rendu compte qu'on parlait normalement, Oui, alors que eux, c'était plutôt était dans inquiétant. le choc. Voilà, c'est ça. Était inquiétante. Mais il nous a dit, et ça, son conjoint, il est vraiment extraordinaire, parce que on a beaucoup discuté, parce que je tenais, on discute beaucoup, parce que je sais que je peux être une maman assez possessive, Mais oui, mais bon. parce que c'est mes bébés, Mais bien sûr. et qu'ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais quand il y a un problème de vie et de mort, là, c'est différent. Oui. C'est ma fille, et voilà, si ma fille part, j'en ai plus. Enfin, j'ai plus Camille. Quoi. Oui. Je peux plus refaire ma vie, je peux plus la refaire. Puis même, voilà, c'est que ce soit Guillaume, Camille, Clémence, Peu les importe. trois. Exactement. Je veux dire, voilà. Mais il a été vraiment très très bien parce que il a su nous laisser notre place. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas évident. On a toujours été dans la discussion. Il nous a laissé notre place. Il nous a toujours aussi informés. Tenue au courant. Parce que elle est adulte. Avec Guillaume, moi, j'étais pas censée savoir tout. Oui, ouais, bien sûr. C'est parce qu'elle est adulte. Je veux dire, c'est pas. Avant, on parlait à moi. Mais là, on ne parle c'était pas. la place C'est de Camille, quoi. Camille et son conjoint. Et qu'en tant que parents, des fois, c'est là qu'on remarque que c'est plus nos enfants. Ouais. C'est bien, ça nous a fait grandir. Je dis bien. C'est ça. Parce qu'il faut l'accepter, ça. Oui. Voilà, C'était une place de parents différente différente de de celle Guillaume. d'avec Guillaume, ouais, exactement. Mais c'est aussi complexe. Très complexe. Parce qu'il ne faut pas non plus... J'espère que j'ai réussi, mais quelque part, il nous a aussi remerciés parce que c'est vrai qu'il s'est senti pas tout seul face à ça, parce que quand on ne connaît pas, voilà, comme nous on a été au départ, on ne connaît pas, c'est un monde qu'on ne connaît pas, ça vous arrive, quoi faire, que dire, qu'est-ce qui se passe, alors que nous on était là, on a su, je ne dis pas que c'était moins, mais on a su quand même, on savait où on mettait les pieds. Ouais. Et il a vu Guillaume, et il a dit, j'ai vu que Guillaume, lui, va bien. Oui. Et ça lui a Il y permis avait toujours ça aussi, oui. de lui dire, oui, bon, voilà, on peut avoir un espoir. Enfin, voilà. C'est ça. Parce que nous, on n'en avait pas. Enfin, on nous a dit, voilà, greffe, on n'avait personne, on connaissait personne qui Il n'y avait des avait pas greffes. d'exemple Non, vraiment rien. à suivre. Personne. Et mais bon,
On a beaucoup discuté et voilà. Et il a su nous laisser cette place. Et comment va Camille aujourd'hui après sa greffe? Alors, elle va très très bien. Elle fait vraiment attention. Elle est très pas l'extraordinaire. Enfin, je pense pas quoi dire. Je dis pas ça parce que c'est ma fille. Non, mais je pense bien. Parce que honnêtement, je veux dire comment elle prend les choses et avec une telle résilience. Enfin, je pense que elle a pris les choses. Elle a dit OK, bon bah s'il faut faire la greffe, il faut faire la greffe. Mais vraiment, et je dis pas, elle nous a pas. Je pense pas qu'elle nous a caché elle a eu des moments où elle a eu peur, mais elle a dit non, je veux pas. Je fais confiance. Je sais que mon corps maintenant, c'est pas le mien. Enfin, je laisse entièrement mon corps et j'ai confiance en eux. Et elle s'est laissée emporter. À tout le corps médical. Et voilà. Et encore après, et encore maintenant, elle a une telle force aussi. Elle arrive à elle est ancrée en elle. Enfin, elle est ancrée dans la vie. Elle est ancrée dans sa maladie. Et voilà. Et sans ça, parce qu'elle aurait pu paniquer. Hein. Oui, bien sûr. Elle aurait pu dire non, je veux pas, je panique. Il y en a d'autres qui auraient déprimé. Bien sûr. Mais c'est vrai. Et c'est pas une critique. Hein. Non, pas du tout. Mais que chacun réagit effectivement à différemment. Sa manière. Voilà, et elle a su. Après, avec son conjoint aussi, elle a été très, très bien accompagnée, qui a été vraiment là pour elle à ce moment-là. En tout cas, en tant que maman, tu as accompagné 2 de tes enfants de manière différente, mais quand même accompagné 2 de tes enfants à travers des greffes cardiaques. Et ça, chapeau. Et puis parce que c'est pas tout seul. Hein. On est né. Quand on est, je pense que toutes les maladies, quelles qu'elles soient, elles ne touchent pas qu'une seule personne. Exactement. Elle touche toutes les autres personnes autour. Oui, exactement. Et du coup, voilà, on n'est pas toute seule, j'aurais pas pu. Et je pense que c'est ça, c'est un tout. C'est un tout qui fait que la famille, les amis, voilà. Et ça a impacté tout le monde. Ça a impacté mes parents, mes beaux-parents, mes oncles et les tantes, et ils ont été touchés aussi. La famille au sens très large aussi. Très large, ça a touché tout le monde. Avec le recul que tu peux avoir aujourd'hui, donc un peu moins pour Camille, mais un peu plus pour Guillaume. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de vie, de parentalité, de vie, je dirais, parce que ça englobe le tout, que ce soit positif ou négatif. Est-ce que je crois qu'on est capable, on ne sait pas la force qu'on a en nous, en fait. On est capable. Alors, je dis pas, ça reste fragile. J'ai conscience que ça reste fragile parce que moi, j'ai conscience, ce qui me fait tenir, c'est que justement, j'ai eu cette chance et c'est encore là. Mais c'est ça qui me fait tenir, en fait. Mais voilà, il faudrait pas qu'il y ait plus. Moi, ce qui me fait tenir, c'est qu'on a eu cette chance et que mes enfants sont là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais pouvoir dire si tu rencontrais le parent que tu as été, notamment peut-être davantage avec la greffe de Guillaume, mais est-ce que tu aimerais dire quelque chose à des parents qui pourraient vivre la même chose que ce que toi tu as traversé? Moi, je dirais une chose que je regrette et en ça, je demande pardon à Guillaume. C'est de d'avoir une place parce que je sais qu'en tant qu'auxiliaire de puériculture, j'ai eu des enfants dont les parents avaient des parents qui avaient des enfants malades et je disais il faut le laisser, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner dans sa vie, mais sauf que quand ça vous touche, et ben voilà, c'est mon seul regret. Et encore avec Camille, je fais attention, toujours ça, parce que j'aurais tendance à les surprotéger. C'est cette surprotection qu'on a. C'est quelque part parce que c'est juste. Parce qu'on veut pas qu'il meure. Ouais. Voilà, on veut pas qu'il meure. C'est quelque chose d'horrible. Et on ferait tout et n'importe quoi, tout en essayant. Alors que non, c'est un greffé, c'est pas comme un rhume. C'est qu'après, tout au long de sa vie, il va devoir vivre avec. Et moi, j'ai eu tendance à porter sa maladie sans le laisser la vivre. Oui. Et à un moment donné,
Je me suis pas rendue en croyant bien faire. Je dis bien en croyant bien faire. Vraiment, je sais pas, j'essaie d'expliquer les choses et j'ai encore pas tout réglé, mais j'aurais dû l'impliquer un peu plus dans sa maladie. L'impliquer dans le sens où, voilà, l'aider à vivre, et pas à prendre pour pouvoir le préserver, parce qu'on veut toujours bien faire et parfois même quand ça va bien, on a tendance à vouloir toujours surprotéger son enfant. Mais en fait, il faut des fois qu'il se casse la gueule, la figure, ou qui tombe, ou qui se fasse mal, ou ben voilà, il faut qu'il se fasse mal des fois pour comprendre la situation, et en tant que parent, on ne veut pas. Exactement. Et le problème, c'est que ça engendre des choses, et je pense que je l'ai un peu trop surprotégé. Et lui, après, c'est difficile pour lui de prendre son autonomie, de son envol et pour Camille, c'est pareil. Je veux dire, je la considère comme ma fille, mais c'est vrai que c'est une adulte, il faut que je l'accepte. C'est une femme, et il faut que j'accepte que je peux pas. J'aurais envie qu'il lui arrive rien. J'aurais envie que la garder à la maison, pas qu'elle fasse ceci, pas que. Mais c'est pas possible, je peux pas. Là, je sais qu'elle était à l'hôpital et j'aurais envie d'être avec elle pour qu'elle soit bien. Mais non, c'est à elle de faire ça. C'est à elle de faire, tout en sachant que je suis là si elle a besoin. Enfin, je veux dire, voilà, je serai toujours là. Mais je dois la laisser vivre. Je dois. Et puis, il y a son conjoint. Je pense qu'effectivement, c'est une place très, très difficile à trouver. Voilà. C'est un équilibre, un dosage de tous les instants. En fait, on apprend à être parent, parce que c'est être parent, ça aussi. Et quand on a des petits, on a tendance à vouloir les surprotéger. Après, quand ils sont adultes, on a tendance à vouloir toujours les surprotéger, mais d'un autre côté, il faut les laisser. Après, quand il y a les enfants, les petits, il faut les laisser se débrouiller. Et c'est difficile, parce que c'est toujours dans le but qu'il n'arrive rien. Mais d'autant plus quand ils sont malades. C'est que, voilà, il faut les laisser vivre ça. Et ils ont une vie de couple et une vie et Guillaume aussi maintenant. Et c'est difficile pour moi encore. Je me contrôle, là, je me contrôle. Je pense que ça peut être le travail d'une vie. Donc, oui. Mais j'ai des enfants extraordinaires qui, Camille, elle m'informe quand même de tout ce qui se passe. C'est gentil, parce que quelque part, moi, ça me rassure. Elle n'est pas obligée de le faire, c'est sa vie. Je pense que on peut dire ça, que c'est une confiance entre mère et fille. Oui, on discute beaucoup avec elle et ouais. Voilà, mais c'est gentil de sa part parce que moi, ça me rassure. Du coup, je dirais que j'ai pas vraiment une solution, mais c'est important de pouvoir... Parce que la greffe, après, c'est pas ils ont leur greffe et point. Exactement. C'est parler de non, tout c'est ce pas qui point. suit. C'est pas point. C'est les aider à vivre avec tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Et de le prendre et voilà, de travailler avec. Exactement. Comme tout handicap, c'est un handicap. Le problème, c'est que c'est un handicap qui se voit pas. Exactement. Et ça aussi, c'est différent vis-à-vis des autres. Et du coup, suite à tout ce parcours, quel est le message ou les valeurs que tu aimerais transmettre à d'autres familles et à partager du coup avec les personnes qui vont nous écouter? Je sais pas, parce que je veux dire, on a toujours une force en nous, quelque chose, et je sais pas quoi dire, parce qu'en fait, c'est un combat que je mène encore. Et en fait, je souhaite pas que quelqu'un... voilà, c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas parce que je leur souhaite pas du tout. Mais je sais qu'on est capable de plein de choses. Et que je pense que tout le monde peut y... Enfin, non, je sais pas. Je sais pas, parce que je veux pas qu'ils connaissent ça. C'est tout. On peut leur souhaiter juste la bonne santé. Oui, voilà, la bonne santé. Mais en tout cas, c'est vrai que, si peut-être ce que je pourrais dire, c'est que quand toute maladie, quelle qu'il soit, c'est vrai que de pouvoir chercher à avoir des gens qui ont vécu la même chose, c'est important. Des gens qui ont vécu... Il ne faut pas s'arrêter à une personne. Parce que chacun réagit différemment. Exactement. Mais ça peut aider. Et voilà, et en ça, voilà, d'essayer de trouver d'autres gens qui ont la même chose et de pouvoir discuter, de pouvoir parler, et ça, c'est important. De pas rester enfermé. Et isolé. C'est important, parce que sinon,
Sinon, on est dans... On a été, hein, on rentre dans un monde où il n'y a pas de solution. Alors que si on s'ouvre et justement, on va avoir d'autres personnes qui ont vécu il y a forcément d'autres personnes, on n'est pas seul. C'est ça. Je dirais, c'est plutôt aller chercher du témoignage. Après, c'est qu'en nous. On a la solution qu'en nous. On n'a qu'en nous, mais c'est vrai que par des brides de plusieurs personnes, on peut trouver cette force. On dit, ah ouais, ça peut ouvrir les portes qu'on n'ouvre pas là-dedans, dans notre corps. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Alexia ? Que tout va bien, que la greffe fonctionne, que Clémence n'a pas de greffe et que voilà, que mes enfants soient heureux, épanouis. Qu'est-ce qu'ils choisissent, ça pour moi, c'est des parents, c'est important. C'est vrai qu'une fois que ça c'est fait, le reste suit. Super. Eh ben, voilà. Merci en tout cas pour ton témoignage. Merci Alexia. Vraiment authentique et spontané et vrai. Un peu éperpillé. Des fois. Non, pas du tout. Et bien sûr, on te souhaite à toi et à tes enfants une belle et longue vie encore. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, tu viens d'écouter l'histoire d'Alexia, une mère qui a traversé l'impensable pour ses enfants. Avec une résilience et un amour sans frontières. Son parcours nous touche, nous fait réfléchir et nous rappelle à quel point la vie est précieuse. Alexia nous a offert un témoignage rare, un récit de force, d'espoir et de défis constants. Si cet épisode t'a inspiré ou bouleversé, n'hésite pas à t'abonner à Cœur Battant et à laisser 5 étoiles, un commentaire ou même à le partager autour de toi. Chaque geste compte pour faire connaître ces histoires qui touchent au cœur. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, pour échanger avec nous et partager tes ressentis sur les épisodes. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Cœur Battant. Ciao, ciao! À plus!